Les back en ondes. On est back en ondes et on est back vidéo. Vidéo plutôt. Vidéo celui-là. Oui, ouais. vidéo. Après vidéo celui-là. Oh! Oui. Vidéo. Vidéo moi. Vidéo lui. Vidéo tout. Vidéo Gab. Ça te prend un bas. Pas besoin de bas, man, on y croit. Oui. Vidéo Gab. Je voulais faire un projet avec. Un marionnettiste. Oui. Ben, des marionnettes chinoises, des ombres chinoises, en fin de compte. C'est une discipline ancestrale, Oui. puis millénaire quasiment, puis ils utilisent comme des gels, où ils utilisaient des feuilles qui étaient transparentes, Ah ouais? puis tu vois des couleurs, tu vois... Ouais, j'ai assisté à un show comme ça au Vietnam. Ah oui? J'allais voir un show d'ombre comme ça, puis de marionnettes, là. C'était Oui. capoté. C'était vraiment beau. Oui, il y a quelque chose À là-dedans. Hanoï. À Hanoï? Ça devait être... Poétique. C'est que j'essaie de rentrer en lien avec une marionnettiste comme ça. Il y en a une, je pense, au Canada qui a fait une grosse recherche par rapport à ça. OK. Puis là, c'est un projet qui est un petit peu sur la glace. Là. On s'entend que des fois, il y a des... D'accord. T'as de pas glisser. Oui. Je vais faire attention, là, c'est l'hiver. C'est ça. Hein, tranquillement. Parce que, comme tu disais au début du podcast, faut que l'idée soit... faut que l'idée te branche assez pour pouvoir le faire pendant comme 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais. Puis... Faut qu'il y ait du jus. faut qu'il y ait du jus, ou sinon, des fois, comme tu mets ça sur un autre feu, t'attends, il y a d'autres choses qui lèvent, puis être capable de jouer avec ça. Tu mets le projet qui est sur la glace, tu le mets sur un autre feu. En tout cas, c'est concept. T'attends que ça fonde. C'est ça. Tu le bois. Là, ça revient en ébullition. Ah, c'est ça. Là, c'est tout le temps le feeling de « Ah, j'ai pas le choix de faire celle-là. » On dirait, puis là, « Ah ouais, non, j'ai le choix. » Là, on a le choix. Il peut être petit side. T'en as-tu d'autres que t'as écrit des films? T'as-tu d'autres projets que t'aimes tant que ça? J'ai une autre idée de court-métrage, là. OK. Ouais, avec une pianiste. Puis un sapiosexuel? Non. Donc. Non. Mais peut-être, pourquoi pas? J'ai aimé ça quand j'ai découvert ce terme-là. Je trouvais ça cool. Oui, moi aussi, j'étais comme « Ah, cool, ça s'explique. » La sapience. Tu vois, la sapience, c'est un des mots, là, quand j'étais jeune, là, j'étais tombé là-dessus, ce mot-là. Je trouvais ça tellement beau. Oui. T'as-tu lu le livre Sapiens? Oui, je l'ai lu. Sapiens. Moi, je l'ai perdu. C'est quelqu'un qui me l'a prêté, puis je l'ai perdu. Moi, te l'ai reprêté. Je l'ai. Non, mais je vais le perdre. Puis la fille, elle a plus ses notes dedans. Puis ouais. J'ai lu Sapiens, j'ai lu Homo Deus. J'aime bien Harari. Il est vraiment intéressant. Ouais. Je trouvais ça capoter le Homo floral, je pense, quelque chose de même. Mm-hmm. Sur Homo floriensis. Floriensis, ouais, c'était des petits humains, Ouais. à cause que. Puis ils ont évolué sur une île où est-ce qu'il n'y avait Ouais. pas beaucoup de ressources. Exact. Ceux qui sont restés petits, puis c'était des petits éléphants, puis tout le kit, comme dans Tintin, genre. Ça, je te suis pas, là. En tout cas, genre, c'est vraiment une tribu minuscule. Ouais, ça, je me souviens, ouais. C'est comme moi, ouais. Puis les animaux aussi géants qu'il y avait en Amérique du Nord et un peu partout, là, tu sais, puis que l'humain a exterminé complètement, tu sais. Il y avait des animaux géants en Amérique du Nord. Ben. Des mammifères géants, là, tu sais. Genre mammouth. Ben, genre mammouth, mais des oiseaux énormes ou des mammifères, là, énormes aussi. Puis c'est quoi leur nom, là? Ah. Mais ils ont été exterminés parce que leur rythme de reproduction n'était pas assez élevé. C'est fou, hein? Ouais, les humains en ont fait une bouchée. Ah. C'est le cas de le dire. That's it. Ouais. En fait, ils en ont fait plusieurs bouchées. C'était des gros mammifères. C'est ça. Ça fait plusieurs bouchées. Oui, c'est clair. C'est fou d'être dans un contexte d'évolution, puis de le savoir, puis de voir où est-ce que ça s'en va. Comme on sait que l'humain va se transformer dans les prochaines, je sais pas, des millénaires, si on est encore ici. Ben, si on est encore là, ouais. Tu sais, moi aussi, ça me fait triper de savoir qu'il y a 3 milliards d'années, la vie est partie d'une amibe, ou d'un amibe, je sais plus, d'un organisme unicellulaire, puis qu'on est rendu nous, tu sais. Je veux dire, la chaîne de la vie ne s'est pas interrompue une fois depuis ce temps-là, depuis 3,4 milliards d'années, 3,5, 4 milliards, je sais plus trop. Give or take. Dans ces eaux-là, give or take a couple hundred million years. Right. La séparation. En tout cas, ouais, c'est un sujet de genre, c'est tellement un beau sujet qui est. Moi, c'est comme. Je suis encore flabbergasté des fois quand je regarde les étoiles.
Ça m'arrive de regarder les étoiles et d'être comme, oh my God. Ça m'arrive de moins en moins, moi, mais... Oui, t'es papa. Ouais, c'est ça, exactement. Quand la nuit arrive, je dors déjà. Oui, c'est ça. Mais ça va sûrement revenir quand ta fille va commencer à triper sur les étoiles. Parce que, oui, vraiment, j'ai hâte de lui parler des étoiles. Ah oui? Ouais, j'adore les étoiles. Puis tu vas avoir plein de kicks de comme, oh my God, ça va devenir une astronome. Puis là, après, ah non, de la musique, oh, ça va... à un moment donné, non, ça... Genre, les champs d'intérêt... J'ai juste comme des nièces, mais je pense quand même avec. Les champs d'intérêt sont très focales. Ouais. Puis là, t'es comme, oh my God, elle connaît comme toutes les planètes, ça fait juste comme 2 jours, comme, ouais, c'est what ça. Up? Puis, non, c'est un champ d'intérêt comme un autre. C'est vrai. Ça bouge. C'est vrai. À un moment donné, ils s'intéressent à l'Égypte ancienne, puis là, ils lisent tout là-dessus, les pharaons, puis tout, puis là, ça change après une semaine, ils sont plus sur d'autres choses. Ouais, exact. Au moins, ils s'intéressent à des choses, tu sais, des choses que les adultes, des fois, on arrête de faire ça, tu sais. De s'intéresser? On check Netflix, puis that's it. Ouais, ben, des fois, il y a des bons films sur Netflix. Ouais. Il y en a des meilleurs sur Mubi. Mubi? Mubi. Ça sonne comme une place de cul, ça. Ça sonne comme un artiste électronique aussi. Oui. Non, Mubi, c'est MUBI. C'est une plateforme de films qui est vraiment hallucinante. T'as 30 films sur 30 jours. Okay. Puis à chaque jour, il y a un film qui part, puis il y a un film qui arrive. Fait que t'as un roulement constamment. OK. Ça coûte 7, 8, 9, 10 piastres par mois. Je sais plus. Okay. Puis t'as vraiment des sélections de films hallucinantes. T'as ce genre de site où t'as envie de voir tous les films qui sont là. Contrairement à Netflix où t'as envie de voir un film sur 12 000. Là. Oui. Fait que Mubi, je le conseille à tout le monde, là, les amateurs de cinéma. T'as des films français des années de la Nouvelle Vague, t'as des films russes, t'as des films japonais, des courts-métrages argentins, t'as vraiment du cinéma du monde. Là. C'est une sélection hallucinante. Les résumés sont beaucoup mieux faits que sur Netflix aussi. C'est génial comme plateforme, vraiment. Là. Puis c'est-tu des films d'animation. Evil Silicon Lord qui ont ça ou c'est... Non, je penserais pas. Nice. Je penserais pas. Je sais pas. J'ai checké dernièrement, en vrai dire, là, sur Google. Mais, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai checké sur une plateforme en ligne indépendante là, de recherche. Je l'ai baigné. Ouais, c'est ça, je l'ai baigné. C'est Microsoft en même temps, c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est pas une petite compagnie. Ouais, exact. Mais bref, ouais, Mubi. Oui. À tous les amateurs de bons films. Ben, je vais regarder ça, c'est sûr. J'ai tombé sur... j'ai écouté un Marlon Brando dernièrement, le On the Waterfront, je pense. Okay. Il a gagné un Oscar pour ça. Ouais, je pense que c'est bien bon. Je l'ai pas vu, mais... J'étais fasciné. Comme la plupart du temps, je peux double-tasker. Comme je vais écouter un film, entre guillemets, puis l'autre, puis je sais pas, faire du Excel ou regarder d'autres choses. Ah ouais? Puis celui-là, j'étais hypnotisé juste par comme sa présence, sa prestance. Ouais, il y a tout un charisme. Ça se développe-tu? Comme en tant pas sûr. Tu sais, en tant qu'acteur, là, des fois, tu te fais dire, oh man, toi tu l'as ou toi tu l'as pas. Je sais pas, c'est-tu si simple que ça ou c'est quoi ton... Je sais pas. Non. Je sais pas. Honnêtement, là, je pense pas que ça se travaille. Ah ouais? Je sais peut-être qu'un acteur dans 20 ans, il n'y avait pas de charisme, puis à 40 ans, il y en a plus, là. Oui. Ou inversement, peut-être qu'un acteur à 20 ans ou une actrice à 20 ans a plus de charisme, puis à 45, ils ont perdu une certaine flamme, là, je sais pas trop, là, mais tu sais, il y en a que c'était naturel. James Dean, mettons que c'était pas pire charismatique, cette affaire-là. C'est ça. Jane Seberg, il y en a une couple de même que ça se passait bien. Là. Ouais. Brando, j'étais comme, il me disait, hey, comment tu fais pour. J'ai appris une couple de monologues dernièrement. Okay. J'ai commencé à faire ça avec ma mère. OK. Pardon. Salut, maman. Allô, mom. Puis on a commencé à faire cet exercice-là parce que elle avait peur d'avoir les troubles de mémoire. Puis c'est normal, rendu à un certain âge. Ouais. Même moi, je me souviens plus de choses que je me souvenais avant. Ouais. Je me dis, hey, ça serait comme une bonne chose d'apprendre un texte pour comme allumer le cerveau par rapport à ça. Ouais, vraiment. Puis c'est un muscle, hein, la mémoire. Oui, exact. Mais puis là, j'ai appris comme un texte, je l'ai vraiment juste récité par cœur pendant une espèce de bout. Puis je suis comme, OK, correct. Puis je prenais ça quand même avec... avec cœur? Oui, avec cœur. Toi, as-tu des techniques de mémorisation que tu utilises quand tu as des gros textes ou c'est... C'est comme toi, tu le lis souvent. Dans le fond, il n'y a pas d'autre secret, hein. Tu le lis souvent. Sinon, quand j'ai une scène à apprendre où est-ce qu'on est, mettons, 2 ou 3 personnages, je prends mon iPhone, puis là, je vais dire à voix haute les répliques des autres personnages. Okay. Je vais laisser un silence. Je vais donc faire semblant que je dis ma ligne, mais je vais la dire dans ma tête.
Donc, je laisse un silence, puis après ça, je dis les autres répliques des autres personnages. Okay. Donc, il y a des trous où est-ce que moi, je dois parler. Puis, une fois que je l'ai lu plusieurs fois, ben là, j'essaye de juste à l'oral, quand j'entends les autres personnages parler avec mon iPhone, puis là, ben, je vais dire les répliques dans les trous. C'est tellement technologique. C'est très technologique. Tu sais, mon beau-père puis mon père, ils faisaient ça avec des petites enregistreuses à l'époque à cassette. Là, oui, ben c'est ça. Ouais. Ou tu t'enregistres toi-même, c'est un monologue, justement, tu l'enregistres, puis tu l'écoutes. Parce qu'il y en a qui sont plus auditifs que visuels. Fait que s'il y en a qui le lisent, ils lisent. Il y en a qui sont dyslexiques. J'ai des amis qui sont comédiens qui sont dyslexiques, qui ont toute la misère du monde à apprendre des textes. Fait ils le disent une fois comme il faut dans une enregistreuse, puis après ça, ils s'écoutent. Ils l'écoutent avant de s'endormir. Ils l'écoutent tout le temps. Oui. Ça finit par rentrer. Ouais, c'est ça. Quand tu joues au théâtre, là, pis t'as à peu près 5000 lignes de texte à apprendre, là, faut que tu les apprennes. Mais c'est pas ça le plus dur. Il faut toujours dire ça aux néophytes ou aux profanes. Faut dire, c'est pas d'apprendre le texte qui est dur, c'est de faire comme si tu l'avais jamais appris. OK. C'est qu'une fois que tu le rends, ton texte, ben, c'est de faire comme si tu venais juste d'y penser, tu sais. OK. Fait que c'est ça qui est le plus dur. D'apprendre un texte par cœur, tout le monde est capable de faire ça. Right. Faut juste que tu le lises plusieurs fois. T'sais, si je te dis la phrase « Le lion est sorti de sa cage », t'as assez déjà par cœur. Ouais, mais check ça. Le lion est sorti de sa cage. Tu vois-tu? Mémoire incroyable. C'était naturel, tu sais. C'est naturel. Ouais. Mais là, il fallait avec une intention de merde, le lion est sorti de sa cage, puis il va venir me manger. Le lion est sorti de sa cage? Tu vois, je l'ai pas vu. Mais tu rirais pas. Non, c'est vrai que je rirais pas. Mais là, l'environnement aussi, s'il y a un lion, ça doit être quand même plus... T'as-tu fait du green screen un peu? Oui, j'en ai fait, ouais. C'est-tu... Es-tu très difficile. Oui, ça doit être tough. Dans Piché entre ciel et terre, que j'ai tourné en 2009, j'avais 27 ans, j'étais encore un jeune puceau en termes d'acting. et ouais, c'était vraiment difficile parce que j'étais dans le cockpit de l'avion, j'étais dans un hangar à Saint-Hubert, à l'aéroport de Saint-Hubert, puis c'était juste un cockpit, un faux cockpit qui a été construit par l'équipe de décors, puis il y avait une pôle qui passait de bord en bord de l'avion. Okay. Puis il y avait des techniciens de chaque bord qui faisaient aller l'avion à gauche, à droite, puis qui donnaient l'impression que je viraillais, tu sais. OK, ouais. Puis là, moi, j'avais un casque d'écoute comme ça, parce que je suis en avion. Puis il fallait que je fasse semblant que j'étais... c'était pas à Cuba, on a tourné à Cuba, mais lui, ça se passe en Jamaïque, je pense, quand il allait chercher du pot piché en Jamaïque. C'était-tu en Jamaïque? En tout cas, ben, ça fit, pot, Jamaïque. Ben, c'est ça fit bien. On va dire Jamaïque. Et à un moment donné, ben, c'est ça, il est au-dessus, puis là, il n'y a plus de gaz. OK. Et il y a un gars qui est au sol, qui a la piste d'atterrissage, évidemment, c'est clandestin, fait qu'il a allumé deux feux dans deux barils. Deux lampions. Ouais, c'est ça, deux lampions, ben c'est quasiment ça, tu sais. Puis il dit, puis à un moment donné, il dit, esti, c'est quoi que t'as allumé des bougies, Calis, tu sais. Puis, mais il a allumé deux barils, puis c'est ça la piste d'atterrissage, mais c'est en pleine nuit, il voit rien. Right. Puis il manque de gaz, fait qu'il capote. Puis moi, faut que je joue cette scène-là. Faut que je fasse semblant que je regarde en bas, puis que je cherche la piste, puis que là, que je passe entre deux arbres, puis que l'avion vire sur le côté, puis tout ça. Puis quand tu regardes le film, ça marche, là, tu sais, parce qu'ils ont tout rajouté en post-production, des effets visuels, mais sur le coup, c'était vraiment dur à jouer. Ouais, ça doit. Ouais, faut tout que tu t'imagines. Puis les répliques du gars avec qui je communique, qui est le Jamaïcain en bas, ben ses répliques à lui, il est pas là, cet acteur-là. Là. On va tourner ces scènes-là à Cuba 3 semaines plus tard. Right. Fait que cet acteur-là, il est pas là. Donc c'est la script qui lit les répliques du gars, donc qui me donne la réplique. D'une façon neutre. Ben ouais, qui est pas une actrice. Fait qu'elle est comme à 15 mètres de moi, avec toute l'équipe technique plus loin. Right. Puis, ouais, alors non, il faut que je suis ici, j'ai allumé des feux. Sérieux? Là, moi, j'ai un casque d'écoute. J'entends rien de ce qu'elle me dit, tu sais. Là, je l'entends pas. J'entends pas les répliques. Je suis dans un hangar, faut que je fasse semblant. Tu sais, je veux dire, c'était tough. Là, je me suis dit, OK, ça prend vraiment un grand pouvoir d'imagination des fois. Ben oui. Fait que j'imagine pas la fille Naomi Watts qui a joué King Kong, là, qui a été comme 40 jours devant un écran vert à faire comme si King Kong la prenait dans ses bras. Puis à capoter, c'est ça. Ah oui, ça doit être quelque chose. Ouais, faut que tu t'imagines, faut que tu aies une bonne imagination. Ouais. Le métier d'acteur me fait peur, man. J'ai tout le temps eu peur. Je te comprends, moi aussi. Ouais. Si bol. T'as-tu la chienne quand tu... J'ai pas la chienne parce qu'à un moment donné, je me suis dit...
peu importe si je suis bon ou si je suis pas bon, il y a des gens qui m'aimeront pas pareil. OK, toi, c'est ça. Ouais. Fait que moi, il y a des gens, là, de savoir qu'il y a du monde qui vont les regarder puis qui vont pas les aimer, ils dorment pas la nuit, là, ils capotent. Ouais. Moi, ça me réconforte. Parce que je me dis, ces gens-là qui veulent être aimés de tout le monde, ils veulent être parfaits. Ils ont un souci de perfection, de performance. Moi, je n'ai pas le souci de performance. Je me considère moi-même comme un acteur moyen. Fait que j'ai pas de prétention. Je me dis pas, moi, je suis un acteur incroyable. Ouais. Je suis pas un De Niro, je suis pas un Brando, je suis un acteur bien average. Ouais. Fait que j'apprends mes textes puis je les dis le mieux que je peux avec le plus de naturel possible, mais j'ai encore bien des croûtes à manger, puis j'ai juste 37 ans, puis je vais apprendre toute ma vie ce métier-là. Mais c'est pour ça que je me dis à un moment donné, regarde, une fois que c'est fait la scène là, que c'est tourné puis qu'on a changé de scène, c'est sûr qu'après ça, je me dis, si j'avais dit de même, ça aurait été mieux, mais très vite, j'arrête ce processus mental-là, puis je me dis, hey, c'est fait, c'est sûr, t'aurais pu être meilleur. Regarde, t'as pas été meilleur. 10 ans de plus. T'as fait ça, puis c'est ça. Right. J'ai-tu fait même du mieux que j'ai pu? Je le sais pas. On dit souvent, je vais faire le mieux que je peux. Peut-être j'aurais pu faire mieux. Je sais pas. Mais fuck it, ça appartient à une autre dimension, ça. C'est les 10 takes ou les 5 ou whatever, tu sais même pas laquelle qui garde. Je sais même pas laquelle ils vont garder. Mais moi, c'est pas ça qui me fait peur de... C'est les revenus. Entre autres, les revenus, mais c'est plus comme... J'ai pris 1 ou 2 cours de théâtre un moment donné, tu sais, je sais pas. Puis, on faisait la technique Messner, genre... Juste pour aller puiser des... Moi, qu'est-ce qui me fait peur, c'est d'aller puiser des émotions vraiment intenses. Parce que dans un film, dans n'importe quelle histoire, qu'est-ce qu'on aime regarder? C'est pas du monde qui chill puis qui ont un bon moment. Non. C'est juste inspirant. Puis t'es comme, ouais, tu sais, habituellement... Des feel-good movies, là. Ouais. Puis juste comme, man, genre, je me sens inspiré puis je vais aller faire du bien à mon prochain. Tu sais, c'est pas ça un film. Ouais. C'est genre... Ça, c'est un documentaire sur Mère Teresa. Right, même à ça, Mère Teresa. Non, je sais qu'elle est controversée. Chris, j'essayais de choisir le personnage. Il y en a pas. Qui faisait l'unanimité, mais non. Il y en a pas. Même Obama, il a droné plein de monde, tu sais. Oui. Gandhi. Gandhi, tu sais. Avec ses nièces. Mais ça, faut pas écouter les Gandhi ratons. À la maison. C'est le petit pogné. C'est OK. Je suis désolé. Mais je pense que c'est aussi le souci de la perception, de la perfection humaine, comme tu parlais, de vouloir être inspiré de personnes parfaites. Ça n'existe pas aussi, tu sais. Non, mais en même temps, les gens, ils veulent tellement ça, surtout aux États-Unis, là, ils sont tellement pognés dans une affaire de tout le monde est beau à la télé, dans les films, c'est écœurant, là, tu sais. Right. Au Québec, au moins, on est plus détaché de ça, tu sais. Les gens, tu sais, les amis que je connais qui étaient mannequins, ils n'ont pas fait de carrière comme comédiens, même s'ils ont essayé fort, parce qu'il y avait trop une belle gueule. Ah oui? Puis au Québec, on est moins dans le rêve, on est plus dans la réalité, justement. Tu sais, on veut voir du monde qui nous ressemble à la télé. Oui. Tu sais, Guylaine Tremblay, t'es belle, Guylaine, là, mais tu sais, je veux dire, c'est pas Sharon Stone. Oui. Fait que c'est une femme qui peut jouer ta mère, ta tante, ta sœur. Tu sais, c'est comme, on veut du monde qui nous ressemble. Puis je pense que Guylaine est plus authentique que Sharon Stone. Oui, probablement. Oui, pas mal moins chirurgie quand je la regarde. Salut Sharon. Salut Sharon. Non, mais c'est ça au Québec, je trouve ça le fun, tu sais, qu'on soit plus dans un truc réaliste, un truc terre à terre, plus authentique. Les Américains sont tellement dans le rêve, ils rêvent tous d'être milliardaires, puis refaits, puis parfaits, puis beaux, puis jamais vieillir, puis jamais mourir, que c'est une vraie maladie. Là. Right, puis cette culture-là engendre cette culture-là, tu sais, comme on parlait des réseaux sociaux quand t'allais manger, puis il y a tout ça qui, tu sais, comme, il y a tout ça qui spin, il y a pas... Ouais, là, on a dit qu'on avait quand c'était une pause pipi, mais on est allé manger aussi. Ouais, c'est ça. On n'est pas allé manger aux toilettes. T'as raison. Merci de. Ouais, tu vois, ça, c'est mon comédien, je les raccords, tu sais. C'est comme, qu'est-ce qu'il y avait avant la pause, donc? Ah ouais, là, faut revenir à. Faut dire ce que les gens ont manqué. C'est qu'on est allé manger, on a fait une pause pipi. On a mangé un bon banh mi. Ouais, puis on a continué à parler parce que c'est ça qu'on fait. Exactement. Mais. Oui, les réseaux sociaux. Oui, on parlait de ça, puis la culture, ou plutôt la culture de réseaux sociaux, la culture américaine qui engendre le « Hey, tu veux être millionnaire? Ah, j'ai un truc vraiment facile pour toi d'être millionnaire. » Ou « Hey, t'as mal à l'épaule? Hey, j'ai un truc vraiment facile pour toi. On peut avoir mal à l'épaule. Ça va prendre 5 minutes de ta vie, une fois. That's it. C'est fait. La technique pour les abs parfait, tout n'importe quoi. Là. Puis ça fait 25 ans qu'ils vendent ça à la télé dans des infomercials, puis tu sais, on n'est plus capable. Ils ont dû faire du fric. Tu regardes le poids moyen de l'Américain, là, puis... ça s'en va en...
On va dire, c'est ça, là, ça s'améliore pas. Malgré l'instauration de 3 millions de gyms, puis de 3 millions de recettes miracles pour maigrir, puis de, tu sais... je sais pas, J'avais vu un film, j'étais à Martha's Vineyard aux States, dans un festival de films. Il y avait un documentaire qui s'appelait Fed Up, qui parlait de comment la bouffe pré-usinée, là, comme, oui, ça, là. genre comment la bouffe qui est pas genre naturelle, comme t'as un oignon, tu cuis ton oignon, était néfaste. Puis pourquoi le sang gras, les plats préparés, les plats préparés, puis comment le sang gras, en fin de compte, ils ont enlevé le gras, mais ils ont mis genre du sucre parce que le gras était l'aspartame, n'importe quoi, les édulcorants. C'est horrible. Tout ça, j'étais comme, ben là, voyons donc que vous savez pas ça. Le documentaire est assez choc que c'est des enfants qui sont comme, comment ça se fait que je suis gros de même? Parce que je mange sans gras. Tous les plats préparés que j'achète n'ont pas de gras. Comme moi, même, genre... Sérieux? Mais ce qu'ils ont mis, c'est du high fructose glucose syrup, une affaire de même. Du glutamate de. Je sais pas. Le glutamate monosodique, ça a été inventé par. Hitler, man! Non, je pense que c'est une compagnie qui s'appelle Ashinomoto, une affaire de même, c'est japonais, qui ont collaboré avec Monsanto d'ailleurs, mais ceux qui ont créé l'aspartame, puis ont créé toutes sortes de trucs. Le glutamate monosodique, c'est ça, c'est un flavor enhancer, là, tu sais. Right. Il y en a encore partout. Oui. C'est ça, puis c'est bon, j'aime ça, en manger. C'est ça. Les couleurs sont belles. Ouais, c'est ça, c'est le fun, ça fait halluciner. Non, mais les plats préparés, c'est un fléau, puis comme tu dis, c'est quand ils diabolisent le gras, ben là, ils mettent de l'aspartame, ils mettent du sucre au bout. Right. Puis après ça, le monde grossit, puis après ça, ben là, ça va être là, le nouveau démon, c'est le sucre. Ben là, après ça, ils vont remplacer par autre chose, tu sais. Puis on est extrême aussi, genre là, il y a des diètes qui sortent qui sont... Moi, j'ai essayé une couple de diètes différentes. Ouais. Comme, c'était plus des diètes de performance, si on peut dire, que des diètes de genre perdre du poids. Parce qu'on s'entend que j'ai jamais été dans une position où est-ce que j'avais nécessairement besoin de perdre du poids. Mais comme j'ai essayé le low carb, le keto, manger une fois par jour, j'ai pas... Les diètes, le jeûne intermittent. Oui, le jeûne intermittent. Ça, je l'ai essayé. Ça fait un bout. J'ai essayé de jeûner straight up 3 jours. À un moment donné, j'ai réalisé qu'il fallait que je mange dans la vie parce que c'était pas un scam commercial. Non, c'est ça c'est pas un scam. Faut manger, guys. Oui, exact. Mais la plupart des diètes, en tout cas, je suis pas un nutritionniste. J'espère que je vais avoir un invité ou une invitée nutritionniste. Mais j'ai l'impression que la plupart des choses, il y a une sagesse ancienne de juste comme écoute-toi un petit peu plus, mange qu'est-ce que ton corps veut. Ben en même temps, oui puis non. Tu sais, moi, cette affaire-là de faut écouter ce que le corps veut. Tu sais, justement, tu demandes à un Américain de 375 livres, qu'est-ce que ton corps veut manger? Il va dire du gras puis du sucre. Tu sais. Right. Faut pas qu'il s'écoute, lui. Faut qu'il écoute son nutritionniste. Oui. Tu sais, je me fie pas à ça parce que c'est une question anthropologique. L'être humain, ça fait 6 millions d'années qu'on est là. On a été des chasseurs-cueilleurs pendant 5 millions d'années, presque 6 millions d'années, en fait. Ça fait 10, 20 000 ans qu'on est civilisé, qu'on s'est établi quelque part, qu'on a cultivé le blé. Mais donc, les petits fruits sucrés qu'on avait, c'était rare. Là. Quand on tombait dessus, on en mangeait, on faisait une provision parce qu'on stockait des sucres, on stockait des graisses. Exact. Mais tu savais que tu allais le perdre en esti quand tu allais te promener dans la jungle pendant 3 jours après. Oui. Inquiète-toi pas que tu prendras pas de surpoids. C'est clair. Fait qu'aujourd'hui, si on te donne un McDo devant toi, tu vas te bourrer à la face parce que ton corps, il se dit encore « Ah, Chris, faut que j'en mange pour emmagasiner au cas où j'en ai pas dans les prochains jours. » Exact. Mais guess what? Le prochain jour, t'en as un autre McDo à l'autre coin de rue. Right. Ben, non, mais OK, c'est vrai parce que puis j'ai une conversation de ça parce que comme tu dis, on essaye d'être en état de homéostasie, puis l'affaire la plus calorifique quand tu manges, après tu peux avoir une provision, donc c'est le moins d'effort pour le plus de calories possible. On est sur ça, mais à un moment donné, tu sais que tu veux manger plus de greens, tu sais que tu veux manger. Tu sais quand t'es conscientisé puis quand t'as été élevé de cette manière-là. Oui, c'est probablement culturel. Ben, sinon, les Américains, à un moment donné, ils feraient ben là, il me semble qu'il faudrait que je mange la verdure, mais ça arrive pas, tu sais. Right. Les Américains. C'est des mauvaises habitudes alimentaires. Ça découle du fait que l'humain est pas capable de se dire, justement, par lui-même. On se fait avoir. Le corps envoie pas de signaux, tu sais.
Je pense pas que c'est vrai, cette affaire-là. Le corps, il va t'envoyer des symptômes. Il va te dire, ben là, je suis essoufflé à rien. Bon, ben là, ça veut dire peut-être que arrête de fumer. Il va donner des symptômes, mais il t'envoie pas de message là, clair au cerveau en disant, là, faut que tu manges un légume. Ce qui va dire manger un légume, c'est une campagne de sensibilisation du gouvernement. C'est tes parents, quand t'étais petit, qui t'ont dit, mange des légumes, c'est ça qui est bon pour la santé, ça va te revenir dans la tête. Fait que pour moi, c'est la culture, c'est inculquer ces valeurs-là de bonne nutrition. Right. Mais je suis pas sûr que ça va popper out quelqu'un qui est juste élevé au poulet frit Kentucky, qui a 26 ans, il va se dire, ah si, je pense que c'est du brocoli, faudrait que je mange. J'y crois pas. Ben, juste... T'es plus optimiste que moi. Oui, je suis définitivement. Moi, je suis un idéaliste. Je suis un idéaliste peut-être un petit peu plus par rapport ça se peut. Mais ou sinon, tu sais, je suis d'accord que si tu le sais pas, mettons, si t'as jamais su du brocoli, mais tout le monde le sait, genre que manger du brocoli. Je connais quelqu'un qui a fait une overdose sur le brocoli, ben tu sais, une petite overdose. Ouais. Manger trop de brocoli. Trop de phosphore, genre, c'est quoi qu'il y a là-dedans, non? Vitamine, je vais dire que c'est de la vitamine K. Je pense que c'est celle-là. Puis parce que paraît-il que c'est bon pour les genoux quand tu fais de l'arthrite, quelque chose. Possible. Puis là, il commençait à manger genre des grappes et des grappes de brocoli. Cru, genre, ben ouais, c'est clair. Cuit, alors sûr, là. Puis là, à un moment donné, il commençait à avoir une petite shakeette, puis ça allait pas bien. Puis il dit, man, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai déjà fait une overdose de potassium parce que je mangeais trop de bananes. Ah oui? Ouais. C'est combien de bananes? Ben, je mangeais, tu sais, mettons une banane par jour. OK. Tu sais, comme, j'aime les bananes. Si je me fais des toasts au beurre d'épinards, je mange une banane le matin, coupe ça, mets ça sur ma toast. Mais à un moment donné, I wouldn't skip a day. Fait que là, c'est genre, j'en mangeais des bananes, là, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, quand tu es dans ta diète régulière. Puis j'ai pogné des prises de sang. Mon médecin de famille est comme, t'as beaucoup de potassium dans ton sang, man. Qu'est-ce que tu manges? Des bananes. Puis genre, coupe les bananes, tu sais. Ah oui, hein? Puis la vieille sagesse populaire, comme tu disais tantôt, c'est, il faut manger un petit peu de tout. Oui. That's it, man. Exact. Mange du gras. Ben, c'est pas mauvais du bacon, là. C'est vraiment bon du bacon. Sauf si ça vient d'élevage industriel qui vont polluer avec la purine et tout. Mais avec le purin. Sauf que. On rentre là aussi. Non, c'est pas référence à tantôt, mais mange un petit peu tout. Ben oui, exact. Comme ça, tu vas avoir toutes tes vitamines, tous tes minéraux. Puis t'es pas obligé d'aller au Rachel Berry t'acheter 55 sortes de suppléments nutritifs. Right. Si tu manges un peu de tout, si tu manges un peu de brocoli, tu manges un peu de poisson, tu manges un peu de haricots, tu manges des tomates, tu manges des pâtes, je veux dire, tu vas être fit, puis tu vas être correct, là. Ben oui. Ouais. Genre, fais du sport, mange un peu de tout. Va dehors, lis un livre. C'est ça. Ouais. Et surtout, fais ce que je te dis. T'sais, en gros, là. C'est vraiment ça. Écoute-moi, je suis ton gourou. La recette, c'est ça. C'est ça. Écoute Max Leflag, il n'y en aura plus de problème. Exact. Ouais, c'est tout. Faut juste c'est ce que je me tue à dire à tout mon entourage. C'est pour ça que je me retrouve tout seul à Noël. C'est ça que j'ai fait un film sur la solitude. c'est ça. Mon échange de cadeaux, je savais ce qu'il y avait dans le cadeau. C'est un script que j'avais écrit. C'est ça. Ouais. Prochain sujet. On embarque dans un autre sujet. Ah ouais? Ah ouais. Là, on a parlé de quoi jusqu'à date? Là, on a parlé... Ah oui, ben non, on a parlé du jeu d'acteur. Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? Dans le jeu d'acteur? Dans le jeu d'acteur, ouais, c'est d'aller puiser comme des émotions vraiment, vraiment épeurantes qui sont cachées peut-être dans des raccoins que je... Tu sais, mettons... Je suis une personne qui est capable d'être, je sais pas, je suis très calme, très détendu, puis j'espère être le plus, tu sais, je travaille pour être stable, mais aller travailler, mettons, ok, tu te fais engager pour être un super vilain, à être fucking agressif, puis à genre tuer des enfants dans un film. Je sais où tu t'en vas, là. Il me semble que ça me ferait peur de rentrer là-dedans, parce que t'as besoin quand même de toi pour être capable de faire que cette émotion-là est réelle. Est-ce que tu puises dans, tu sais, comme, c'est une démarche artistique qui est comme réaliste, qu'est-ce que je dis, ou sinon c'est comme, ça look good devant une caméra, mais tu le vis pas nécessairement à l'intérieur. Parce il y a différentes écoles de pensée. Il y a des acteurs, il y a le fameux Actor Studio, il y a la méthode Stanislavski qui est la mémoire affective. Bon, alors l'acteur, son personnage pleure. Fait que là, comment tu fais pour pleurer? Ben là, il y en a qui vont dire, moi je vais me souvenir de quand mon chien est mort. Puis là, j'ai tellement eu de peine. Fait que là, je vais pleurer, ça va me faire pleurer, puis là, mon personnage va pleurer.
Ça, c'est une démarche. Oui, OK, oui. Puis il y a d'autres acteurs qui vont dire, ben moi, c'est la mémoire corporelle. Fait que je vais... Ça va être mon menton qui va se mettre à trembler, mais je vais le faire physiquement. OK. Je vais mettre mes yeux en formation de pleurs. En formation de pleurs. Je vais... Mon souffle aussi va se... Mon diaphragme va se tendre. Puis là, tu sais, tout en travaillant physiologiquement, l'émotion va venir parce que le corps se dit, ah ben là, si je fais tout... Si je suis en ce moment, mon corps est comme quand je pleure, ça veut dire que je suis triste. Right, exact. Donc, l'émotion de tristesse va survenir. Tu sais. Oui. Mais après, est-ce que tu vis l'émotion de tristesse? Oui, c'est ça. C'est que là, comme, mettons, tu t'en vas travailler, là. Après, tu reviens, tu es comme, fuck, j'en ai braillé une shot aujourd'hui. Ouais, ben tu sais, ça dépend tout le temps. Mettons, c'est une scène où ton personnage est ému, mais il est dans la retenue, ou tu commences à être ému, puis là, couper, puis là, le réalisateur, il sait que là, ça va être de la musique, puis il va couper au plan d'un champ de fraises, là, tu sais. Oui. Là, tu n'auras peut-être pas le temps d'y aller. Hein, ça? Oui, à couper au champ de fraises. Oui, t'as raison. T'auras peut-être pas le temps de plonger dans l'émotion, mais si t'as une scène qui dure 2 minutes où est-ce que il faut que tu pleures puis que tu t'arraches l'âme ou Chris, ton père est mort dans la scène puis là tu pleures sur ton père qui est mort puis je sais-tu, moi ton père il est peut-être déjà mort dans ta vie, tu sais, fait que là oui, tu vas retourner là puis ça va être plus facile de pleurer parce que si ton père est déjà mort dans ta vie puis il faut que tu joues que ton père est mort, ça va bien aller, tu sais, d'habitude. Ouais, mais en même temps, tu veux peut-être pas revivre ça, il y a comme un naked. Tu fais pas le bon métier d'abord. OK, ben non. Moi, j'espère faire ça, comme tu sais, parler sur un micro, puis pas. Tu le fais très bien, ça se passe très bien. Mais c'est ça, si tu veux pas aller vivre ces émotions-là, tu fais pas le bon métier. Faut pas que tu aies peur de vivre des émotions, tu sais. C'est ça ton métier. Ton métier, c'est que tu imites un être humain en état d'émotion. C'est ça que tu fais. C'est juste ça que tu fais. Puis toi, personnellement, est-ce que ça t'a... Parce que je trouve que je suis fasciné par ça parce que je trouve que c'est une belle étude émotionnelle. Tu sais, on dirait que les acteurs ont fait, veux pas, justement, c'est d'imiter les émotions ou sinon de les vivre. Puis on dirait que ça... Est-ce que tu trouves que tu es un être plus émotionnellement conscient dans ton quotidien à cause de ton métier? Puis c'est sûr que tu pourrais pas savoir parce que t'as pas d'autres... C'est ça que tu fais, mais est-ce que tu considères que ça t'aide dans ton quotidien? Tu peux dire, Gab, c'est vraiment une bonne question, ça. Ça paraît dans ma face, j'ai pas besoin de le dire. Ouais, mais on est tu sais, comme on est en podcast, il y a du monde qui... Ah, c'est juste audio, des fois? Oui. Il y a du monde, c'est juste audio. Pour vrai? Ouais. Ah ben salut à la maison audio. Très bonne question, Gab. Merci. Pour ceux qui me regardent, vous l'avez vu dans ma face que c'est une question. Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça m'aide? Je le sais pas. Mais je vais faire dévier ta question. Ouh! OK? J'aimerais ça avoir des bruits aussi sur mon... sur ton clavier comme Guy Lepage. Je le sais pas si ça m'aide dans mon quotidien, mon métier d'acteur, pour être meilleur, pour déchiffrer les émotions. C'est ça ta question? Oui, déchiffrer les émotions des autres ou des tiennes. Ouais. Mais ce que je sais, c'est que en jouant certaines scènes puis certaines situations, premièrement, le fait de vivre ces émotions-là, ça peut être un bel exorcisme de certaines émotions que moi, j'ose pas exprimer dans mon quotidien. Ah. La vie va vite, on n'a pas le temps de s'arrêter pour pleurer quand on voit une belle fleur, chose que tout être humain devrait faire au moins une fois par jour, mettons, pour être sain émotivement. Peut-être pas une fois par jour, mais en tout cas une fois par semaine. Mais d'aller au biodôme, c'est merveilleux devant un pingouin, je sais pas, sauf que... Oh, mais si tu brailles au biodôme... T'es sensible. Ouais. T'es sensible. Mais, tu sais, c'est ça. Si jamais, à un moment donné, je tourne une scène, puis je suis super ému, puis je pleure dans la scène, ben après ça, pleurer, ça libère des endorphines. Fait que après, je vais me sentir mieux. J'aurai moins de douleur dans mon corps. Ça va m'avoir fait du bien de pleurer, même si...
j'ai pas pleuré pour vrai, mais j'ai pleuré pour vrai. Si j'ai des larmes qui coulent, physionomiquement, ça le fait. Là. C'est ça. Si j'ai une émotion qui est, je sais pas moi, 50%, 75%, investi par mon moteur émotif, mon moteur émotionnel, mais c'est déjà quand même 50%, 75% de la tristesse que je vais avoir vécue. Ça sera peut-être pas la même tristesse que si ma blonde me dit je te quitte, tu sais, là je vais la vivre à 100% la tristesse dans ma vie. Mais à la caméra, tu vas quand même, puiser dans une certaine émotivité. La colère, c'est la même chose. Si t'es un acteur qui est en réserve, puis t'es un acteur qui est dans la démonstration, puis quand tu piques une colère, tu fais juste puis tu lèves la table, ça se peut que tu fasses juste semblant d'être en colère, mais si tu piques une colère pour vrai, puis le réalisateur il dit là je veux que t'en piques une vraie, là, puis je vais te filmer pendant 20 minutes, puis tu décalisses tout ce que tu peux dans la pièce, puis tu sais là, ça se peut que tout ton vécu à toi, que tu t'es pas défoulé depuis 10 ans, ça puisse sortir là. Puis là, ça fait que que la scène était bonne dans le film. Ouais, c'est ça. Puis ça fait que c'est impressionnant. Puis ça fait que toi, t'es en colère pour vrai, là? Oui. Tu t'es défoulé pour vrai, là? Si t'as pogné une chaise, le crissé au bout de tes bras, ça fait du bien pour vrai. Puis quand tu sors de là, t'es shaké, man. Puis quand t'as une journée, je me souviens, sur Piché entre ciel et terre, j'avais une journée super intense où je me faisais agresser par un immense détenu. Ça, c'était dans le film ou c'était comme... OK, c'est dans ça. Le film, c'était pas comme avant le tournage. Non, c'est ça. C'est dans le film, dans une scène. Un gars de 6 pieds 6, 360 livres, qui me pogne, qui me plaque au sol dans la douche sur du carrelage froid. 10 fois de suite. Classic Jamaican jailman. Exact. Non, ça, c'est aux States, c'est en Georgie. OK. Classic Georgia. C'est ça. Haute sécurité. Et, puis j'avais d'autres scènes super émotives ce jour-là. J'ai terminé la journée, j'ai fait de la fièvre comme j'ai jamais fait de la fièvre dans ma vie. T'sais, pendant toute la nuit, là, j'ai sué, j'ai trempé mon lit. Je pense que j'ai changé de drap 3 fois. Oh oui. J'avais jamais vécu un truc comme ça, tu sais. Puis le lendemain, j'allais mieux. C'est comme si j'ai vécu une grippe qui est supposée durer 10 jours, je l'ai vécu en 12 heures. T'sais. Toi, c'était-tu comme quelque chose que tu ressortais ou c'était juste le degré d'émotion qui était vraiment comme quelque chose que tu n'avais pas vécu, qui ton corps a juste comme... Ben, c'est comme... Des fois, quand je m'étais fait agresser, comme j'avais comme subi un viol, si tu veux, dans la scène. Puis, je veux dire, j'ai pas subi un viol pour vrai, sauf que pendant que j'étais dans la scène, j'avais quand même le gars de 360 livres couché sur moi, là, qui me croquait l'oreille, là. Puis qui me disait qu'il voulait me faire l'amour, là. Je veux dire, c'était comme épeurant en esti. Puis, oui, il y a une partie de ton corps... Intellectuellement, tu le sais bien que t'es en train de tourner, mais ton corps, il est comme... What up? Qu'est-ce qui se passe en ce moment, man? Pourquoi je suis dans cette situation-là? J'ai mal, j'ai froid, je suis inconfortable, il y a beaucoup d'agressivité dirigée vers moi. Right. Fait que tu sais, ce qu'on intellectualise, c'est une partie, mais il y a toute une partie qui est ressentie puis qui nous rentre dedans. Là, oui. Fait que c'est ça. Le soir, je suis rentré chez nous, j'ai fait genre une espèce de crise de fièvre fucked up, puis j'étais inconscient. Puis le lendemain, je me suis réveillé, j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais que c'était dû à ça, tu sais. C'était clairement dû à ça. Tu parles que comme ton corps pogne le dessus. Est-ce que, mettons, dans cette scène-là ou dans d'autres scènes, est-ce que tu t'oublies complètement que tu es sur un plateau? Non. Non? Attends, c'est une bonne question. Parce que quand tu as une mémoire corporelle, me semble que j'ai déjà été dans des états de flou. Non, tu le sais toujours, à quelque part en dedans de toi, que ça va dire couper. OK. Des fois, t'as hâte en crise que ça dise couper. Ouais. Puis des fois, quand ça dit couper, t'es en crise que ça a dit couper. OK. Des fois, tu voudrais que ça continue, puis t'es à une belle place, puis même si tu vis de la colère, tu dis, pourquoi t'as dit couper là? T'sais, là, t'es en colère qui a coupé ta colère, en tout cas. Là, t'as une colère réelle dans la vraie vie parce que ta colère fictive, elle a été coupée, tu sais. C'est complexe tout ça, mais ouais. Ouais. De quoi on parlait? Ah, ben, parce que je sais que j'ai été en, tu sais, comme j'étais en état de flow, en état qui est très corporel, tu sais, avec qu'est-ce que je fais avec les arts martiaux, puis lequel. Puis à un moment donné, on dirait que tout ce qui est à l'extérieur. Ce qu'on appelle la transe, là. Comme d'être en transe dans le sens que t'es. Oui. T'es plus conscient de ton environnement immédiat, maintenant. Ça serait pas une transe, ça serait comme une hyper. Je suis hyper conscient de mon environnement immédiat. Mais c'est pas important. C'est comme il y a. C'est un état que je connais pas très bien. Ça. Un état de genre. Un état de transe, mettons, ça pourrait être quand tu te fais hypnotiser, puis pour moi, tu rentres plus à l'intérieur. Mais un état de comme.
tu fais du tai chi ou du negang, puis extase, quoi. Puis, ouais, c'est proche de l'extase, mais t'es pas totalement en extase. C'est juste que l'arbre qui est là-bas, il est avec toi. Tout est avec toi. All is one. Oui, genre un état d'hyperconnectivité, si on peut dire quelque chose de même, où est-ce que... Puis tu feels le monde qui passe le kit, mais t'as vraiment une grande présence dans ton corps puis dans ton environnement immédiat, justement, que t'as comme quasiment un osmose avec ça, puis le reste est comme pas si important, mais t'as une connaissance de, tu sais. Ouais, ben comme acteur, on a un peu ça dans la mesure où quand t'es dans le décor, en fait, tu sais, parce qu'il y a les spots, il y a l'équipe technique, il y a à peu près 50 personnes autour de toi, là, tu sais. Ouais. Fait que quand tu rentres dans le décor, t'es en costume, puis là, tu rencontres ton partner de jeu. Comme dans les pays d'en haut, si j'ai une scène avec Séraphin, puis qu'on a une scène de confrontation, tout ça, ben à un moment donné, quand tu te fixes, tu te rentres dans les yeux de l'autre, dans le regard de l'autre, il y a juste ça qui existe, mais en même temps, c'est ça, l'état que tu décrivais avant de connexion puis de awareness. C'est pour de vrai, oui, c'est straight up du Jean-Claude Van Damme. Ouais, c'est du CVD, là. La pomme. Exact. T'es conscient qu'il y a toute l'équipe technique, mais c'est comme si c'est une autre dimension. Je sais pas. C'est comme c'est un peu comme quand t'es sur la route, tu sais. Je veux dire, t'es conscient de le piéton là, ton cerveau il change de paramètres. Ouais. Si tu marches dans la rue, tu peux être juste devant toi, puis d'être dans tes pensées, mais quand t'es en auto, tout de suite, t'as un autre spectre de connaissances, comme tu dis, de ce qui est autour de toi. Ça me fait penser à des cycles. Si on prend comme une montre suisse, whatever, tu sais, t'as un cycle au milieu qui tourne relativement plus vite, donc deux acteurs qui sont en train de travailler ensemble, puis autour, t'as justement un autre... T'as d'autres cadrans, ou pas cadrans, mais des engrenages qui tournent plus lentement. C'est ça. Ouais, c'est vrai, puis sur un plateau, c'est ça qui est beau, c'est quand ça parle, le gars de l'éclairage, OK, passe-moi un gobo, passe-moi un 4x4, ils ont tous leurs termes. Oui, c'est clair. Les gobos et les 4x4, c'est comme ça. C'est ça. Le film a coûté 25 000 de c'est ça. 10 000 de... Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, quand ça dit action, ben là, tout le monde se tait. Right. Puis c'est comme si la nature environnante devenait complètement silencieuse, puis là, ça laissait place à quelque chose qui était créé comme un feu au milieu, là, tu sais. Puis c'est là que l'émotion va naître, c'est là que la connexion va naître. Puis s'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de jeu, tu sais. Puis si t'as une scène où t'es seul dans la scène, ben il faut que tu sois connecté à toi. Fait qu'il y a toujours une connexion quelque part, tu sais. Connecté à un objet, connecté, tu sais, une paire de lunettes, ça peut vouloir tout dire. Ça peut être ton père qui est décédé, ça peut être ton ex qui t'a acheté ça peut être, tu sais, il y a tout le temps quelque chose de grand qui peut être attaché à un objet, donc, mais il y a tout le temps une connexion avec quelque chose. T'sais. Ah oui? Toujours. Si t'es déconnecté complètement, ben t'es plate pour la personne qui te regarde, en fait. Ben oui, c'est ça. C'est ça. J'imagine. Parce que la personne veut se connecter à toi, mais toi, tu dois être connecté à ton tour, tu sais. Ben, on parlait de charisme tantôt, puis genre, pour moi, ça me fait penser un petit peu à ça. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont plus charismatiques que d'autres, mais vouloir être connecté à quelqu'un ou vouloir être connecté à quelque chose, peut-être que c'est un semblant. Un élément du charisme, oui, tout à fait. Oui, je pense que oui. La liberté aussi des acteurs, c'est important. C'est un aspect dont on parle pas souvent, mais les raccords, c'est tellement frustrant parce que ça nous restreint dans nos mouvements, ça nous restreint dans notre liberté, tu sais. Si moi, tu vois, avec toi, là, depuis le début, j'ai bu à peu près 12 verres d'eau, là, parce que je parle beaucoup, fait que j'ai besoin de m'hydrater. Si je suis justement, on est en train de tourner une scène en ce moment, puis moi, j'ai le verre d'eau, puis là, je te parle, je fais ça, puis là, je bois, puis la scène, elle dure 5 minutes, puis c'est une scène où on se raconte quelque chose, puis... Mais là, après ça, coupé, on la refait. Là, on la refait, mais moi, je me souviens-tu quand est-ce que j'ai bu, quand est-ce que j'avais le verre d'eau là, quand est-ce qu'il était ici, quand est-ce qu'il était sur la table. Right. Mais là, donc, qu'est-ce que je vais faire comme acteur? Je vais jouer safe, je vais le laisser poser tout le long de la scène. Puis, à mener à une réplique quand tu vas dire je suis allé sur la montagne. Ah, là, je me souviens, il a dit montagne, c'est là que je buvais ma gorgée d'eau. Fait que là, ça veut dire que j'ai joué super safe. Je suis sûr de pas me tromper, je suis sûr que. Mais en même temps. Sauf que j'ai pas de liberté. Ben oui. Ça. Alors que. Des actrices comme Suzanne Clément, Céline Bonnier, qui sont super le fun à regarder parce qu'elles sont extrêmement libres. Puis elles ont confiance que si tu les regardes, si elles sont libres puis qu'elles jouent avec cette
connexion à l'autre et une très grande liberté. Oui. Le raccord, on s'en fout. Right. Puis elles vont se dire, ben écoute, si la personne elle a remarqué que mon verre d'eau il est là au lieu d'être là, c'est parce que je suis plate. Ouais, c'est ça. Puis j'ai vu dans Joachim Phoenix, c'est comme Joachim Phoenix. C'est Joachim dans le Joker. Qui parle, c'est une des premières scènes du film. Je spoil pas rien pour des personnes qui l'ont pas vu. Mais il est en train de parler à son intervenante psychologique. Puis il est en train de fumer une smoke. Il est en train de fumer une cigarette. Puis c'est une des premières fois que j'ai vu vraiment, j'étais comme. Puis c'était pas. T'as pas le choix de checker le raccord, là. Je regardais, c'est ça. Puis je regardais. La sonde est longue à un moment donné, là. Oui, puis mais il est fait, je pense qu'il est fait impeccable. Il est impeccable. J'ai remarqué, je pense. En tout cas, faudrait que je le revoie, mais. Au moment où je me suis dit, hey, je vais porter attention au raccord, à partir de ce moment-là, c'était impeccable. Peut-être qu'au début de la scène, mon attention n'était pas là, mais c'est voulu. Parce qu'aussi, au début de la scène, souvent, t'es en plan plus large. Fait qu'on remarque moins la smoke. Quand on arrive en plan rapproché, en gros plan, ben là, on voit juste ça. En plus, il parle, puis il y a un flash, il y a ici, il parle, il est là, tu sais. T'as pas le choix de regarder ça. Tu dis, si la smoke est longue de même, puis le plan d'après, il est rendu que ça de sound, ça se peut pas. Là. Mais c'est la première fois que j'ai même porté attention à un raccord. T'sais. Ah ouais, OK. Ben oui, parce qu'avant, sauf genre, je sais pas, dans un film la fille a un chapeau, ça revient, puis elle a pas de chapeau, t'es comme... Ouais, ben il faut vraiment que ça soit où, comme le gars, il y a une montre dans un film médiéval. Ça, c'est un problème, c'est un anachronisme. Oui, OK. Fait que c'est pas une affaire de raccord, parce que si ça monte dans les deux plans de suite, c'est bon, le raccord est bon. C'est une incohérence flagrante en chronologie, dans la chronologie de l'histoire, mais c'est raccord. Ouais, c'est ça qui est con, mais... Quelqu'un a peut-être dit « garde ta montre ». Oui, c'est ça. Garde ta montre, ça va donner un punch. Fait que... Oui, cette liberté-là, c'est vraiment frustrant. Ça fait que on prend pas cette liberté, mais des actrices, c'est ça qui est Suzanne, je sais qu'elle m'avait déjà dit, moi je m'en fous des raccords, tu sais, je joue la scène comme j'ai envie de la jouer, puis quand on va dire OK, on la refait, ben je vais la refaire complètement différemment, tu sais. Si j'avais le verre d'eau dans la première prise, ben j'exagère là, mais tu sais, deuxième prise, je m'en fous, si je veux pas le prendre, je le prends pas puis je la refais de même. Oui. Mais ça, il y a pas beaucoup d'acteurs qui osent faire ça, tu sais, puis on voit ce qu'elle est rendu aujourd'hui, tu sais. Elle est rendue loin, fait que sa liberté l'a mené beaucoup plus loin que le côté académique et ou le technique de bien vouloir faire les choses avec les raccords. Mais j'imagine, tu sais, moi qui ai joué de la musique ou qui fait ça maintenant, mais comme t'as fait une fois, t'es pas si... Tu sais, comme t'as fait une fois, tu te délies. Exact, tu te délies, t'es warm-up, puis après, des fois, après 5, 6, 7, 10, 50 fois, des fois, en musique, c'est que j'imagine que justement, si dans la première scène que tu fais, tu vas sur le verre d'eau, puis après, tu joues safe avec ta première fois que tu l'as fait en warm-up, c'est vrai que peut-être tu peux te donner la chance un petit peu plus tard, j'imagine. T'sais. Ben oui, puis non, parce que ça tourne tellement vite de nos jours que t'as pas de 10 prises, t'as pratiquement pas de répétition. Des fois, t'as répètes une fois. Ah oui? Ben oui. Ben en fait, pas mal tout le temps, t'as répètes une fois. T'as répètes pas 6 fois avant de tourner, tu sais. Fait que, à moins que t'aies vraiment une affaire bien, bien compliquée à jouer, là, mais même là, quand on est 6 acteurs puis que c'est compliqué ce qu'on a à faire, on répète une fois. Fait que moi, si pendant la répétition, je me dis, bon, ben là, je vais laisser avec le verre d'eau, ben la prochaine, c'est une prise. Fait que là, il faut que je décide, bon, ben là, c'est la prochaine, je le fais-tu comme je l'ai fait en répétition ou je dis fuck that en espérant que ça soit mon deuxième choix qui est le bon. Oui. Parce que là, la première prise, c'est la prise, le plan d'ensemble. C'est le master qu'on appelle. Ça veut dire que c'est le plan avec lequel on va raccorder. Fait que moi, si on est 5 dans la scène, puis que moi, j'ai un verre d'eau, tout le long, mais après ça, on va aller découper, là, on va aller shooter toi, mais quand on va revenir à moi, il faut que j'ai un verre d'eau qu'on a vu quand on avait le plan d'ensemble. Right. Parce que là, ça marche pas. Si dans le plan d'ensemble, je te parle tout le long de même, puis après ça revient en gros plan, puis j'ai pas de verre d'eau, puis je suis de même, tout le monde va le voir. Ouais, c'est ça. L'autre affaire, c'est quoi je voulais dire, donc... quelque chose que je voulais pas oublier. C'est la chose que tu voulais pas oublier. Ça, ben, la liberté, je veux dire, y a-tu d'autres... Est-ce que c'était... Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est chiant aussi, puis la raison pour laquelle on a tendance à vouloir refaire les mêmes choses comme acteur, c'est pour l'autre comédien qui est en face de nous. C'est-à-dire que si moi, dans la scène, bon, je prends tout le temps le même exemple, mais il faut que je me choque, mettons. Oui. Ben, si je me choque, puis je me lève à répétition, puis je fais...
Là, peux-tu me prendre? Me rends-tu? Moi, le faire jusque-là. Si je me lève jusque-là, puis je fais « Hey, mon esti! » Comme ça. Right. Puis là, après ça, bon, ben ça, c'est la répétition. Ben toi, tu t'attends à ce que je refasse ça. C'est ça. Tu t'attends, mais mettons, je me levais au complet, tu t'attends à ce que je me lève. Right. Mais là, on tourne la scène, puis là, finalement, je fais « Ah ben, toi, mon esti! » Puis là, je m'en vais. Là, ça te déstabilise. Oui. Parce que tu vas dire « Pourquoi Chris fait pas la même affaire qu'à tout à l'heure? » Right. Le temps que tu te poses cette question-là, t'es parti de ton rôle. Oui. Mais quand tu joues avec 2 acteurs ou 3 ou 4 qui sont hyper chevronnés puis qui ont un instinct de malade, ben là, tu peux surprendre l'autre. Tu sais, Steve Buscemi puis, je sais pas moi, name it, là, un grand acteur là, de ton choix, Joachim Phoenix, mettons qu'ils jouent une scène ensemble, ils peuvent se surprendre en esti, ces gars-là. Là. Buscemi Tu sais qui? Joachim Phoenix ensemble. J'essaie juste de picture. Drôle, hein? Fargo 2, genre. Ouais, mais ils peuvent se surprendre au bout, tu sais. Meryl Streep, tu sais, je sais pas, moi, celle qui joue dans Misery, là. Cher. Non! C'est tellement drôle, le nom que j'ai en tête, c'est Susan Boyle. Susan Boyle? C'est la femme qui chantait, je pense, c'est dans The Voice, une des premières versions, là, qui avait une super voix. Ah oui, madame qui avait l'air de rien. Là. Oui, avec elle avait l'air de rien, mais ses sourcils avaient toute une personnalité. Je pense que c'est ça. Oui. En tout cas, Kate, voyons, Kate, comment elle s'appelle, la fille qui jouait dans Misery? Ben, c'est pas Blanchett, c'est pas Middleton. Mais non, j'aime ça pas avoir le téléphone ici, c'est cool. Ah, c'est épouvantable. Non, c'est cool, on a comme le genre... Je l'adore, cette actrice-là. Je suis désolé, qui que tu sois, c'est parce que je suis fatigué, là. Je me suis levé tôt à cause de la petite. Non, c'est pas de ma faute, ça va me revenir. Justement, sa face dans la tête, en plus. Ouais, t'as un peu rondette, là. Ouais. Dead Air. On prend plus le temps de penser aujourd'hui. On a tout le temps Google, tu sais, puis... C'est drôle parce qu'en ce moment, il y a plein de gens qui sont devant l'écran, sont comme « Mais là, c'est ça son nom! » Ils le disent à voix haute. Ils disent « Ah, je sais c'est quoi son nom. C'est juste pour vous faire parler dans le bar. » Il y a une belle affaire ici de pas avoir de téléphone. Pour l'instant, c'est sûr que c'est le fun d'avoir Google. Puis comme « OK, Google this, Google that. » Mais comme puis on peut talk du shit. Ouais, vraiment. Je peux comme, le monde a été inventé il y a 3 millions d'années, puis t'es comme, OK, man. OK, c'est ça. Il n'y a personne pour nous dire que c'est pas vrai. C'est ça. C'est malade. Fait que 2 actrices chevronnées sont capables de se lancer des petites vites. Ben complètement, tu sais, ils vont surprendre là, full pin, tu sais. En même temps, les Américains sont chanceux, ils tournent 3-4 scènes dans la journée, puis ils ont un budget de fou, puis tu sais... Toi, mettons, c'est combien de scènes? Ça dépend. Sur 30 vies, on pouvait tourner 25 scènes dans une journée. Ça, c'est le maximum que... Ça n'a pas de bon sens. Là, l'Union des artistes, c'est insurgé parce que là, les acteurs disaient ça n'a plus de bon sens. Là. Parce qu'en plus, on est payé à la journée, nous. Fait qu'avant... En une journée, on faisait 10 scènes. Si on en fait 20 dans une journée, ben on est payé une journée de moins. Là. Oui, c'est on faisait en 2 jours. Si on le fait en une journée, notre salaire diminue dans l'année de la moitié. mais est-ce que c'est à cause des upgrades techniques, mettons? Parce que là, il n'y a plus de bobine, de film, puis blablabla, puis le white balance, toutes ces affaires-là. Le numérique, oui, ça va plus vite, mais ça fait longtemps qu'on tourne en numérique, mais ça fait pas si longtemps qu'il a été instauré un truc où ça roule très vite. Puis justement, il n'y a plus de journée de répétition. Après ça, on coupe moins souvent. On va dire, la scène, on n'a pas besoin de la découper autant. Là, le monde à la maison, de toute façon, il aime ça pareil. Fait que, on va faire juste un plan des 2 tout le long. OK. Puis sinon, il y a 60% qui est tourné en studio, puis 30 ou 40% à l'extérieur. Fait que ça, déjà, ça réduit beaucoup les coûts. Ça fait que tu peux tourner beaucoup plus vite. Tu parles que plus de choses soient tournées en studio, réduit les coûts? Oui. Ben, ça réduit les coûts, puis ça réduit le temps aussi, parce que la scène que tu tournes dans le bureau A, ben il est juste à côté du bureau B. Fait que là, tu finis de tourner la scène dans le bureau A, tu ouvres la porte, tu arrives dans l'autre bureau. Tu n'as pas un break de 15-20 minutes. Là, l'éclairage est tout déjà préseté. Ça va vite en tabarnouche. Là. Fait que Benoît McGuinness, il y a un T-shirt, c'est écrit « J'ai tourné 25 scènes dans une journée ». C'est sur 30 vies. Là. Puis ils ont donné un T-shirt? On y a fait un T-shirt pour rire de tout ça, mais
les réductions qu'on appelle, c'est quand tu arrives dans ta loge le matin, tu as des réductions, c'est-à-dire tout le texte de la journée, toutes les scènes de la journée qui sont en petit format papier. Puis là, tu sors ton surligneur, puis tu surlignes tes répliques pour réviser tes scènes juste avant de tourner. Fait que tu gardes ça dans ton costume, des fois dans ta poche en arrière. Là. Ceux qui sont bons, là, ils peuvent les voir des fois là, à l'écran. Là, dans les pays d'en haut, là, j'ai tout le temps mes réductions dans mon pantalon. Mais des fois, je fais attention, là, ça paraît. Là, fait que là, ils vont y cacher en dessous d'un oreiller. Mais oui, donc à un moment donné, sur 30 vies, on avait une réduction de 50 pages. Là. C'est carrément un petit roman là, que tu l'avais tournes en une journée. Là, appris a priori avec ton truc de... Non, mais moi, j'avais peut-être 5-6 scènes là-dedans. Oui, le 50 pages, c'est toute la journée au complet. Mais la personne qui a le rôle principal dans 30 vies, là, qui joue dans toutes les scènes presque, là, c'est de la job en tabarnouche. Ben oui. Ouais. Il y a le salaire qui va avec, pardon. Sauf que oui, ça tourne beaucoup plus vite qu'avant. Fait que c'est difficile, on n'a pas le temps de répéter. Fait qu'on a moins de place pour créer. Un comédien peut être extraordinaire, justement, s'il laisse le temps d'explorer puis de faire du détail avec. Mais on n'a pas le temps de faire ça. Fait qu'on joue safe. On dirait que ça... Ouais, mais c'est ça. Sauf si c'est un gros budget. On dirait que la TV joue... Ou je sais pas, la TV québécoise, honnêtement, j'en écoute pas tant que ça. Ça joue beaucoup plus safe que le cinéma, parce que le cinéma, justement, tu tournes moins de scènes dans une journée, t'as plus le temps. T'as 30 jours pour tourner 1h30, alors que la télé, tu tournes 1 heure à chaque 2 jours. Là, c'est fou pareil, hein? Ben, tu sais, c'est moins que moi, là. Moi, genre. Nous, on tourne 1h30 pour 1h30. Ouais, c'est ça. Ça, c'est écœurant, ça. C'est malade. Ça, c'est très fort. Surtout le montage live, comme ça. Ça, c'est fou. Je trouve ça écœurant. C'est fou. Non, je savais pas que c'est ça que tu faisais. Je pensais que tu étais en train de chatter. Oui, c'est ça. J'attends, j'envoyais des bombes. Je vais juste peser sur des affaires depuis tantôt. C'est ça, il y en a des bombes. Un noob, toi, comme quelqu'un qui commence, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ou est-ce que... Comme acteur? Oui, comme acteur. Avant directeur, parce que là, c'est toi le noob qui commence. Appelle mon agent, puis je vais te coacher, puis je vais te faire un bon prix. Oh! Non, c'est quoi le numéro de téléphone? C'est pas ça que je dirais. Il va y avoir un lien en dessous. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça que je dirais. Je dirais donne-moi plein d'argent pour mon film que je suis en train de faire. Ouais, c'est ça. Moi, le conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé il y a 15, 16, 17 ans, c'est accroche-toi. Puis toute ma vingtaine, c'est de l'exploration. T'sais, moi, je suis rentré au Conservatoire d'art dramatique. On a zéro parlé de mon parcours, mais je suis rentré au Conservatoire d'art dramatique à 21 ans. J'étais déjà un des plus boring! Fais ça vite, ton parcours, là. Ouais, le parcours. Puis, je suis rentré là à 20 ans. T'étais déjà vieux? Ouais, puis je suis reparti après 4 mois. J'ai fait une session au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Je me sentais pas à ma place, j'étais malheureux. C'était dans un sous-sol, on voyait jamais le soleil, c'était déprimant. Ma gang était super cool, mais j'avais pas tant d'affinité avec personne. J'avais plus d'affinité avec les deuxièmes années, avec qui je vais me ramasser à faire une pièce de théâtre 2 ans plus tard. Mais oui, ce qu'on m'a dit, c'est accroche-toi. Puis les profs, le contenu, tout le kit, est-ce que ça c'était bon, c'est juste que t'avais pas trop d'affinité ou t'étais comme, on dirait que j'ai le goût de... Ben, j'avais des hautes attentes, mettons. Moi, je m'attendais à arriver dans une école pour adultes, puis travailler avec des professionnels, puis travailler avec du monde, puis comme qu'on enseignait le jeu caméra, puis mais le conservatoire, ça porte bien son nom. C'est conservateur. C'est un truc... toujours du mal à à badmouther ça. Mais moi, je peux badmouther parce que je suis pas un acteur. Là. C'est de marde. Mais t'es jamais allé. Non, mais il y a des super bons profs. J'ai vu un site web, puis je sais pas si c'est le conservatoire, mais tout le monde avait... parce que j'ai le goût de prendre un cours, justement, parce que je me dis, explorer ça à l'intérieur, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est d'autres choses. Puis j'ai vu comme une photo, où la photo sur le site web, tout le monde avait comme des perruques du temps... tu sais, des perruques blanches. De magistrat, quoi. Ouais, puis je me suis dit, non, ça ben alors, je te rassure, ce que tu as vu, c'est probablement une photo de personnages, tu sais, des comédiens quand ils étaient costumés pour une pièce. Oui, ok, c'est bon. Oui, exact. Non, parce qu'on se costume pas comme ça tous les jours pour aller en classe. Ben, j'ai quasiment le goût d'acheter 2 perruques de même. Ah, ouais? Pour le podcast? Pour le podcast, ça serait cool, écoute. Ouais, mais je suis content de l'avoir fait avant. Mais tout ça pour dire que le conservatoire, c'est ça. Mes parents les deux ont fait l'École nationale de théâtre. Puis
Tu pourrais mettre leur nom en bas de l'écran. Oui. Pour ceux qui savent pas. Je vais mettre puis ta femme, ta blonde. Mais c'est le fun maintenant qu'il y a des jeunes qui savent pas c'est qui mes parents, tu sais, parce que tous les gens de mon âge et en mon temps savent très bien c'est qui mes parents. Mais c'est cool, à cette heure, des jeunes de 20 ans qui sont comme, hey, c'est toi qui as fait Champlain, puis je suis comme, ouais, mais mon père a joué dans Brou pendant 40 ans, puis ils sont comme, je sais pas c'est quoi Brou, bonne journée. Je suis comme, wow! Nice. Ça commence à exister, cette affaire-là. Je suis assez content. Enfin! Mais ouais, donc je suis parti du conservatoire et on m'a dit accroche-toi parce que. Tu te mettre dehors? Coupé. On va en parler après. C'est ça. Coupé. Je me suis pas fait mettre dehors. Je vais te conter la vraie histoire. C'est quand même croustillant. Nice. C'est l'auto-évaluation, c'est la fin de la session. Il y a un an, c'est 2 sessions, évidemment. Donc, 4 mois. Fait que moi, après la première session, c'est l'auto-évaluation. Okay. Je fais mon auto-évaluation. Moi, je fais de l'arthrite dans la vie. Puis là, j'ai. C'est la spondylarthrite ankylosante? J'en fais un petit peu de ça aussi, mais non, c'est le syndrome de Reiter. Okay. Fait que Google it. I can't. I know, but you can. You can. No, you can. You can, yeah. Yes, you can. Je relevais d'une crise d'arthrite quand je suis rentré au conservatoire. Fait que j'avais de la misère à faire bien des exercices physiques. Oui. J'avais mal aux genoux. Et mes profs, me voyant jeune homme, jeune 21 ans, t'es comme, coudonc, t'es juste paresseux, puis c'est comme s'il l'acceptait pas vraiment que j'avais une vraie condition de santé. Et j'en ai une, et depuis que j'ai 15 ans. Et voilà. Fait que c'est comme s'il pensait que j'étais de mauvaise foi. Alors que j'étais pas de mauvaise foi. Right. Et je me suis pas chicané avec personne, rien, mais j'étais pas stimulé. Je trouvais les cours plates. Je trouvais ça académique. Je trouvais ça très académique. Je trouvais ça comme. Quand est-ce qu'on joue? Hein? À moitié candetté pour les flots, à moitié trop académique. Genre là, je veux que vous fassiez une recherche sur le théâtre dans la Grèce antique et je veux ça sur mon bureau mardi prochain. Mais j'étais comme, oh my God, c'est comme le cégep qui se continue, c'est comme un cauchemar. Right. Tu sais, moi, j'avais bien de la misère, tout mon secondaire, mon cégep. J'avais des pas pires notes, mais je veux dire, je m'emmerdais à un autre niveau, là, tu sais. Puis je suis content d'avoir un métier aujourd'hui de gagner ma vie, mais on devrait plus dire aux jeunes, hey, c'est pas tout l'école, il y a quelque chose après, tu sais. Right. Moi, j'ai été super autodidacte. Dès que je suis sorti du cégep, j'ai commencé à lire ce qui m'intéressait, tu sais. That's it. Puis à faire, Chris, je vais aller lire sur l'astronomie, puis sur la philo, puis sur la religion, puis sur les affaires pétées, puis je vais l'apprendre mon métier sur le tas, puis. Fait qu'à 21 ans, je me fais engager par mon chum Jonathan Salva, qui a son père a un golf à Saint-Jean-de-Mata, puis lui, il a décidé de construire un théâtre sur le terrain. OK. Au 9e trou. Non, c'est pas. C'est assez croustillant. J'étais comme, c'est là, on arrive à la place croustillante. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de raconter mon renvoi. Je veux dire, quand je suis parti. De plein gré. C'est l'auto-évaluation. Je reviens à ça, puis après ça, je vais compter le oui, mais après, on continue. On continue. On est là jusqu'à minuit, nous. Ça va être 8 épisodes. C'est ça, je pense que ça va être obligé de couper en deux, honnêtement. Alors, je vois mon directeur, je fais l'auto-évaluation, puis là, je rencontre le directeur. Ouais, je pense que j'ai rencontré le directeur avant de rencontrer tous les profs. Parce qu'il y a comme une table ronde après ça avec tous les profs. Là, ils te disent toutes tes vérités, mettons. C'est quand même cool comme processus, mais ça fait. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est l'oracle. T'es comme devant un truc de 12 personnes qui sont plus âgées que toi qui te disent. C'est tous des hommes fâchés? Référence de 12 Angry Men. Oh, good. Je pensais que tu faisais référence à Gilbert Scott. Parce que Gilbert était là. Gilbert m'enseignait, puis on a joué après ça dans Trauma ensemble, puis tu sais, c'était super cool. C'était un des premiers chums de ma mère en plus, c'est Gilbert. Mais cela dit, c'est un prof, assez exigeant, qui m'appelait le touriste, je me souviens. Ouais. Il avait raison, je n'étais que de passage, il l'avait bien vu. Donc, je fais l'auto-évaluation. Le directeur, qui est Gilbert Lepage, me dit à l'époque, qui n'est pas Robert Lepage, là, Gilbert Lepage, qui me dit, son frère. J'aimerais voir dans mon bureau, après l'auto-évaluation, Maxime Leflaguet. Je pense que je m'appelais Maxime Côté à l'époque. Je m'appelais Maxime Côté à l'époque. C'est ça comme le j'aimerais aller voir Maxime Leflaguet, comme dans le speaker. Non, il était là, il était straight devant moi. OK. Ouais. Il dit,
Je suis ton père. Oh my God. Non. C'est assez croustillant, ça. Ça l'est, vraiment. C'était Darth Vader, finalement, le directeur. Fait que là, il me dit, j'aimerais ça le voir dans mon bureau avec un autre élève dont je tairai le nom pour sa dignité. Et puis là, je m'en vais dans son bureau. Donc, je monte au 3e étage, ou au 4e, je sais plus. On s'en fout des détails. Et il me dit, tout simplement, avec une grande sagesse, c'est comme si je me retrouvais devant le père Fouras ou un truc du genre. Et il me dit, Maxime, j'ai l'impression que si tu restes ici 3 ans, tu vas t'auto-détruire. Oh! Ouais. Fait que là, je le regarde. C'est plus que Père Fouras, ça c'est de la real sagesse. Ouais, exact. Il est pas là avec des Père Fouras, c'était pas un vrai sage, hein? Ben, c'est le sage du Fort Boyard, pour moi, c'est un vrai sage. OK, sure. C'est lui qui avait la clé. C'est vrai. C'est pas rien. Ouais. Fait qu'il me dit ça, fait que moi, je suis bien perplexe. Oui. Puis là, je suis devant lui, puis je suis comme, OK, je vais m'auto-détruire, je l'appelle un peu. Puis là, je fais, OK, oui, t'as raison. Mm-hmm. Je suis pas bien ici, je suis malheureux, je me l'avoue pas depuis le début. Mm-hmm. Mais je suis très content si tu me dis que je suis libéré. Parce que je me voyais pas être 3 ans là, honnêtement. Ça faisait juste 4 mois, puis j'étais en dépression. Là. OK, oui. J'étais pas à ma place. C'était juste pas fait pour moi. Il y en a d'autres qui vont là, qui trippent, qui sont comme un poisson dans l'eau. Ben oui, moi, j'étais comme un poisson dans l'arbre. Oui. Fait que... Poisson dans marde. Poisson dans marbre. Fait que il m'a comme libéré. C'est vraiment nice. C'est vraiment nice. Il m'a comme... C'est super beau. Il m'a juste dit ça. Je pense que ça a pris 1 minute, l'entretien. J'ai fait, OK, ben merci beaucoup, Gilbert. Right. De mon souvenir, là, peut-être dans le fond, j'ai fait, fuck you, mange de la merde. Mais non, je pense que j'ai dit merci. Il a dû me demander, je sais pas, comment je me sens, comment je me vois par rapport à ça. Puis j'ai dû me défendre un peu, étant donné que j'étais un jeune égo-narcissique de 21 ans. Sauf qu'avec du recul, je suis comme, non, je pense que j'ai dit merci, tout est beau. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais allé rencontrer les 12 profs. Puis c'était cool ce qu'ils m'ont dit, tu sais. Bon, t'es un jeune baveux, t'es arrogant, tout ça, évidemment. Yeah, sure. Qui, à 21 ans, ne l'est pas. Oui. Mais ils m'ont dit aussi, on n'a pas de doute que tu vas faire le métier, mais va faire des ateliers, puis tout, puis lance-toi. T'sais. Nice! Fait que j'étais comme, je prends ça, c'est cool. Fait que je suis parti avec ça. En partant de là, je dis à mon chum Jonathan, hey, je suis parti du conservatoire. Il dit, ben là, viens faire la pièce de théâtre dans mon théâtre d'été à Saint-Jean-de-Mata. Straight up. Fait que là, moi, je me demande, comme avant que tu rentres dans cette histoire-là, je me demande si, comme, parce que les autres, ils doivent vraiment en virer bien du monde, genre au conservatoire. Là. Non? Parce que je me demande si c'était juste pas une gimmick de comme, hey, lui, on va y dire. Non. Non, il y a pas de... Non. Non, parce qu'écoute, il y a 300 à 400 personnes qui auditionnent à chaque année, puis ils en prennent 10. OK, c'est une des affaires les plus contingentées au Québec. Là, de rentrer dans cette école-là, ça n'a pas de bon sens comment t'es chanceux quand tu rentres là. OK, École nationale, c'est pareil. Là, il y a 300 personnes qui auditionnent, ils en prennent 10. C'est énorme. Ça que c'est pas comme ils partent avec les 300 puis ils skim, c'est de l'intense. Tu passes une audition. Quand tu passes la première audition puis t'es choisi, tu passes un stage. OK. Puis le stage, c'est 1 semaine. Puis à l'École nationale, c'est 1 semaine, puis au conservatoire, c'est 2 jours, je pense. En tout cas, je veux pas dire n'importe quoi. Peut-être ça a changé aussi depuis le temps. Google it. Mais à l'époque, Google it. À l'époque, c'était 2 jours au conservatoire. J'avais fait ça j'avais 2 de mes bons chums qui avaient été choisis aussi, puis ils n'avaient pas été pris au final. Le stage, on est 20, je pense. Oui. Puis on est 20 ou 25, puis finalement, sur les 20 ou 25, ils en prennent 10. Oh, wow. Hein? Ouais. OK. Fait que des années, ils en prennent 10, d'autres années, ils en prennent 12, mais il me semble que c'est 10. Ouais. Puis d'ordinaire, 5 gars, 5 filles, puis... c'est pas beaucoup. De préférence, de la diversité aussi. Bref, c'est ça. Fait que je suis parti. Right. Et Saint-Jean-de-Mata joue une comédie de théâtre d'été qui s'appelle Un sofa dans le parc. OK. Puis je joue le rôle de Johnny Fradette, un ex-détenu vendeur de de pantoufles à Fantex, de contrebande. Et un père pas un père, mais un conjoint, là, si tu veux, là, genre le gars du couple qui accueille un itinérant dans leur maison. Puis là, c'est une comédie. Right. Puis là, j'ai tellement tripé à faire rire le monde. Là. C'était capoté comment j'ai aimé ça. J'ai joué 30 shows avec mon chum Jonathan. C'était extraordinaire. Fait que là, j'ai vraiment eu la piqûre du théâtre, mais j'étais probablement
quand même poche, là. Tu sais, j'étais quand même pas pire. J'étais comme pas pire pour mon âge. J'étais jeune. Ouais. T'as été pogné au conservatoire quand même. Tu dis, c'est ça. Des affaires. C'est ça. J'avais comme un mini talent de base, mettons. Right. Mais j'avais bien des choses à apprendre encore. Fait que là, mon père et ma mère sont venus me voir à Saint-Jean-de-Mata jouer. OK. Puis il y a Flash qui était là à l'époque. Flash Gordon, en personne. Non, Flash, l'émission de télé, genre des animateurs qui vont voir avec le micro jaune, là, Flash, pour ceux qui ont 35 ans et plus. Là. Dans le temps de Sonia Benezra. Non, après un peu, là. Il me semble. OK, je sais pas. Il me semble que c'était un petit peu après Flash, Sonia Benezra, mais... Possible. Je veux dire, il me semble que Flash, c'est un peu après Sonia Benezra. Oui, je crois que oui. Ouais, c'est ça. Je crois que oui aussi. Sinon, ça s'est peut-être chevauché un peu, là. Mais bref... Flash est venu, puis là, ils ont interviewé mes parents après en disant « Puis, qu'est-ce que vous pensez de votre fils dans la pièce? » Puis tout. Puis mon père était bien honnête. Mon père et ma mère étaient comme « Ben, on est bien soulagés. Parce que s'il n'avait pas été bon, il aurait fallu dire, tu sais. » Puis c'est pas facile de dire ça à son fils, tu sais. T'es poche, puis tu devrais penser à devenir poète, puis juste rester dans ta chambre. Fait que finalement, c'était le fun. J'ai mes premières tapes dans le dos de non, tu t'as le timing, puis t'es bon, puis mais j'avais vu Brou à peu près 150 fois. Fait que je l'avais un peu intégré, tu sais. Ouais, puis t'avais des bonnes personnes, des bons modèles. Ouais, j'avais des bons modèles, c'est sûr. Fait que bref, après ça, j'ai fait 3 ans dans le Parmi nous, qui est un groupe de théâtre d'intervention, une troupe de théâtre d'intervention qui font des shows dans des écoles secondaires, dans des centres communautaires, un peu partout au Québec. OK. Fait que j'ai fait 3 ans dans le Parmi nous. C'est une pièce qui s'appelait Pas de bébé, pas de bébite, qui est sur les préventions des grossesses à l'adolescence et des ITSS. Ça venait juste de s'appeler ITSS. Là, c'était des MTS pendant longtemps. C'est des infections transmises sexuellement et par le sang. Fait que au lieu de maladies transmises sexuellement. OK, sure. C'est moins violent, I guess. Genre, parce que l'autre, c'est une maladie, puis là, c'est une infection. C'est ça. Ça va, c'est ça. Mais je pense qu'en tout cas, il y a une distinction à faire, là, mais les bureaucrates pourraient en dire plus. Il y a sûrement des personnes qui ont travaillé très fort. Oh oui! Très fort. Plusieurs millions de dollars ont été engouffrés dans cette décision de changer de MTS à ITSS. Et il y a toujours autant de gens qui sont... Oui, c'est ça. Toujours autant de gens infectés, par exemple. Probable. Mais donc, 3 ans là-dedans, ça a été ça ma vraie école, je te dirais. Là, les 3 ans faire ça partout au Québec, on a fait une centaine de shows. C'était un petit peu tout croche, Gonzo, genre tu places les lumières, c'est toi qui fais le son. Ouais, exact. Nice. On avait un régisseur, mais c'est nous autres qui montions le décor. C'est moi qui chauffais le truck. On est allé de l'Abitibi jusqu'aux îles de la Madeleine. Nice. Lac-Saint-Jean, Québec, Lanaudière. On a vraiment, là, j'ai sillonné le Québec avec ça. C'était fou raide. J'avais 22, 23, 24 ans. C'est le temps de le faire aussi, I guess. Là. Ouais, vraiment. Monter le décor, là, les petits boulons. Là, t'en as 400 à monter, là, c'était chiant. Vous aussi dormir dans un Econoline avec des amis. Ouais, on dormait dans des petits motels cheap, là, c'est ça. Puis j'étais avec 2 filles d'une dizaine d'années de plus que moi. Ça va. Ouais, c'était super cool. Puis, fait qu'elles m'ont beaucoup appris, tu sais. Elles étaient meilleures actrices que moi, puis elles m'ont appris à jouer, tu sais. Fait que j'ai vu une vidéo de quand j'ai commencé cette pièce-là, puis j'étais tellement nul, là, c'était fou, je jouais comme un 2x4. OK. Puis, après 3 ans, je pense que j'étais meilleur. T'sais. Fait que je me suis amélioré. Puis après ça, j'ai décroché mon premier rôle à la télé qui était Trauma. Right. Non, j'ai joué dans La Galère avant, j'avais un tout petit rôle. Puis dans Trauma, j'ai eu mon premier rôle récurrent. Là, pendant 5 ans, j'avais 15 jours de tournage par année. Puis j'étais le docteur Éric Lanoux qui annonçait à tout le monde qu'il était homosexuel à la fin du premier épisode. Oh shit! Le premier épisode? Ouais. Oh. Premier ou deuxième, je sais pas trop. En tout cas, c'est un genre de punch. C'est le cliffhanger. Oui, c'est ça. Fait que Trauma. Super cool expérience. Je tournais avec des grands acteurs encore là. Gilbert Scott, Christian Bégin, James Hanman, Isabelle Richer, Pascal Monpetit, Jean-François Pichette, Yann England, Laurence Leboeuf. C'est ça. Des grosses pointures. Des grosses pointures. Right. Là aussi, j'ai appris beaucoup. Right. Madeleine Péloquin, que j'ai retrouvée sur Les Pays d'en haut. Ouais, trippant. Voilà. Alors, c'est ton parcours. Ouais, c'était mon parcours. C'est une partie de mon parcours. Après ça, il y a eu plein d'autres trucs. Mais tantôt, tu parlais... de à quel point on est comme imprégné puis qu'on veut être dans des émotions ou comme si il faut que tu joues un tueur d'enfants puis tout. Oui. Je pensais que tu allais me parler d'Orange Mécanique. Ah je peux. Puis Orange Mécanique. Voilà, c'est tellement bon. C'est carré, il prend la balle au rebond. Ouais, non mais j'allais plus ça peut être Orange Mécanique, je veux dire mais il y a le futur aussi, tu sais, c'est le fun de pouvoir parler de
Tu sais, pour moi, comme cool, on va parler d'Orange Mécanique. C'est sûr qu'on va en parler, que tu le veuilles ou non. All right, man. Épisode 3. Ouais, c'est ça. Ça enregistre encore. Moi, tant que la carte est pas full. Moi, c'est ça. Tant que la carte est pas full, on continue. La carte est full up à 4h. Ma blonde m'attend pour souper depuis 1h30, mais pas grave. Je vais dire, j'ai pas vu l'heure, ça se dit ça? Ouais. Hey, j'ai pas vu l'heure. Il n'y a pas d'heure. Ouais, il n'y a pas d'heure, pas de téléphone, il n'y a rien. Il y a juste un time code. Exact. Même, y a-tu un time code? Même pas, man. Il est à 0. Il est à 0. Ah, c'est-tu bon signe, ça, qu'il est à 0? Non, c'est le record, parce que, en tout cas, la règle est super le fun, mais j'utilise un enregistreur audio pour pas enregistrer de l'audio, mais juste pour passer, que ça passe dans l'autre affaire. Je suis perdu à la maison. À la maison, es-tu perdu? C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles qu'il n'y ait pas de time code. OK, parfait. S'il y avait un time code, je me poserais. Tu me rassures. Tu me rassures. Tu sais, imagine, depuis le début, on a juste les images, on n'a pas le son ou l'inverse. Ouais, c'est ça. Non. On a tout. On a tout. Yes. Ça m'est arrivé une fois. C'est bon, un high five, ça. Ouais. Tape dans le mythe, man. Capaté. J'ai déjà brûlé une entrevue, man. Ouais, malheureusement. Là, je te le dis. C'était-tu avec un pyromane? Non, mais je vais la refaire. Mais c'était avec quelqu'un de super intéressant, un ancien joueur de hockey des ligues mineures. Joueur de hockey intéressant, c'est pas un oxymore, ça? Non. Le gars, c'est un ancien goon, puis toute sa vie, il a écrit un livre. Okay. C'était violence, déjà. Violence, genre Slapshot. Il était dans Slapshot. C'était pas l'acteur, mais il a sûrement influencé un. OK. Il a inspiré le. Puis sa démarche après aussi, le hockey. Il y a bien des histoires juteuses. Bizarrement, t'es comme on aime ça pareil, entendre parler des proches, ben oui. Mais comme après, il y a quelque chose que je trouvais tellement comme honnête d'être rendu à un certain âge, il est peut-être dans la soixantaine avancée. Okay. Il a vécu beaucoup, puis là il est comme oh man, j'étais, tu sais, comme j'ai fait du bien de me reposer devant le feu. Ouais. Oui, genre. Ça fait du bien de se reposer devant avec un bon livre. Puis le parcours, puis le kit, après il est devenu pompier. En tout cas, vraiment une belle affaire. Puis après, genre, j'ai pas fait mon process naturel de si c'est ça, puis là, il va falloir qu'il revienne. Ah ouais, hein? Ça va être doublement plus intéressant. Ouais, ça va être encore meilleur, je suis sûr. C'est clair. On était où? Orange Mécanique. OK. Nice. C'est comme si on avait répété ce podcast depuis toujours. On est tellement synchro. Puis là, le truc, c'est d'avoir l'air naturel. Oui, c'est ça. Tu vois, on l'a appris, puis là, on avait l'air naturel. OK, alors. Excusez-moi, j'ai des rapports. Je bois trop d'eau. J'aime ton chandail. Merci. Le Petit Prince, j'ai mis exprès pour venir. J'ai hésité en méchant. Je dis, je vais mettre ça, ça envoie un beau message, je trouve, ça, le Petit Prince. Il y a peut-être quelqu'un inconsciemment, là, ça rentre dans son. Puis là. Ouais. Dans 2 semaines, il va dire il me semble que je relirais Le Petit Prince. Oui. C'est pour ça que j'ai mis ça. C'est mon message subliminal. C'est de l'influence. Exact. Je suis un influenceur, moi. Moi, c'est pour que le monde aille à percer. Ah, ben oui. Ou qu'il s'achète une encre. Oui, un ou l'autre. Parce que le gars, dans 2 semaines, il est comme je viens de m'acheter une encre, j'ai pas de bateau aussi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Podcast. C'est ça. Ça, Orange Mécanique. Écoute, Orange Mécanique, fou raide comme expérience. Gros mandat. Gros mandat. Je me suis fait approcher. J'ai dit oui. T'as bien fait. Je pense que ouais. Tout est formateur. Dans la vingtaine, t'acceptes tout. Là, j'avais peut-être dans la trentaine, mais la trentaine aussi, c'est formateur. Tu sais, c'est à 40 ans que tu commences à surveiller ce que tu prends comme contrat. Ouais, je pense que ouais. Pourquoi? Non, j'ai commencé déjà. Là. Mais, sérieux? T'es moins sélectif quand t'es jeune, parce que tu peux plus te péter à la gueule, parce que le monde te pardonne plus, parce que t'as moins d'expérience, parce que, tu sais, je veux dire, si tu fais moins bien l'amour à 20 ans qu'à 40, on te pardonne plus, tu sais. Ouais, mais oui! Mais il y a pas comme... Il n'y a pas un concept de liberté de comme, sais-tu quoi, genre, je peux prendre un rôle de genre, de je sais pas, là, comme complètement, faire des essais de fou, me semble. Pour moi, c'est quasiment plus intéressant d'essayer des choses. Oui, mais faut que ça peut-être me péter à la gueule que de genre, oh non, I play it safe, man. Non, je sais pas, je dis ça de même. De toute façon, dans notre métier, il n'y a jamais rien de safe. Fait que, tu sais, nous autres, pour nous, c'est comme exclu. C'est pas quelqu'un qui est à la bourse puis qui dit je vais aller risquer tout mon argent dans une compagnie qui commence, là, dans un start-up. Right. D'habitude, à la bourse, tu diversifies tes avoirs. Oui. Ben là, c'est la même affaire, mais nous autres, on peut pas faire ça. Comme acteur, tu as un contrat à la fois, tu l'acceptes pas. Trauma, quand j'ai accepté de jouer dans la série n'était même pas écrite encore. J'ai passé une audition. C'était même pas pour le rôle qu'on m'a donné. Il faisait passer des auditions génériques. Fait que tu passes une audition, tout le monde a le même texte. OK. Puis après ça, il dispatche les rôles. Okay. Selon l'énergie que tu avais quand tu passais l'audition. Fait que moi, j'avais une énergie de Guy, finalement. Ça, c'est très drôle parce que... Ça a été payant pendant 5 ans. Oui, c'est ça. Ben oui, tout à fait.
Puis, mais c'est drôle parce que je lisais le texte, puis à un moment donné, je fais mon personnage est gay. Tu sais, puis je savais pas. OK, ouais. Dans La Galère, mon personnage était gay aussi. Dans Les Grandes Chaleurs, j'ai joué un gay. Je pense qu'il y en a T'es typecasté? Ben, tu l'es plus. Ben, ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand j'ai fait des ateliers avec Daniel Fichot, qui a été une mentor pour moi, Daniel Fichot, donne encore des ateliers. Là, ça, je dirais ça à un jeune qui veut commencer, va suivre des ateliers chez Daniel Fichot. Okay. T'apprends vite et bien et c'est des bonnes techniques. Et Fichot, elle m'avait dit, hey, toi, là, t'as une énergie de vrai gars, tu sais. Fait que, elle dit, tu vas travailler, là. Elle dit, il y a beaucoup de gars efféminés dans le milieu, puis elle dit, toi, tu vas travailler, tu sais. Elle a peut-être pas dit ça de même, je vais pas choquer personne, là. Heureusement, les commentaires sont désactivés. Sont-ils désactivés? Il y en a pas, là. Ah, pfiou. Mais non, mais oui, c'était pas sur les réseaux. Hein, OK, t'as raison. J'ai tout le temps peur de me faire agresser. OK, fait que là, elle me dit ça. Puis là, les 3 premiers rôles que je pogne, c'est 3 gays. Ouais. Sauf que, elle avait raison quelque part parce que les 3 gays que je pogne, c'est des gars qu'il faut pas qu'elle ait gay parce qu'on apprend plus tard qu'ils sont gays. Il faut que ça soit un punch. Ouais. Tu sais, fait qu'elle avait raison quelque part. Ouais. Bon, revenons à nos moutons. Petit prince mouton. Petit prince mouton, dessine-moi un mouton. Non. Pas aujourd'hui. OK, c'est bon. On continue d'Orange Mécanique d'abord. Ben, je dois dire par rapport aux commentaires aussi, moi, comme j'ai fait des vidéos d'arts martiaux sur le net, j'ai essayé plein d'affaires, puis je pensais qu'il allait y avoir un plus gros backlash de personnes qui allaient m'envoyer chier ou des affaires. Puis, 0, man. Ou genre 1. Comme un qui a dit, tu fais les arts martiaux, t'es cave. Non, mais tu le fais mal parce que moi, je blablabla, j'ai fait comme, right. Mais je pensais vraiment qu'il allait comme avoir un backlash qui était plus fort. Puis je me suis dit, peut-être, c'est parce que c'est des arts martiaux, puis genre, ils savent que je peux leur péter à gueule. C'est ça. Oui, moi j'hésiterais à m'en laisser un mauvais commentaire en dessous de ton vidéo. Oui, faites-le pas. Parce qu'il en fait vraiment les arts martiaux. Il est pas juste intervieweur, il est costaud en esti. Fait que Orange Mécanique, écoute, ça a été, je sais pas si de quoi on parlait avant, là. En tout cas, on fait du cacadone, comme dit mon père. Oui, ben c'est pas... Orange Mécanique, ça a été vraiment quelque chose parce que fallait que je rentre dans la peau de ce personnage-là qui s'appelle Alex Delarge. Right. C'est un roman qui a été écrit par Anthony Burgess en 1962. Puis corrigez-moi, Google, corrigez-moi, 62. Et le film est sorti en 71, je crois, donc 9 ans plus tard. Et réalisé par Stanley Kubrick, évidemment. Et c'est fou de faire une introduction de ce film-là, tu sais. Genre, jusqu'à un certain point, il me semble que c'est un des films. Mais c'est ça, c'est générationnel. Il y a plein de gens qui l'ont pas vu. Exact. J'en connais, j'en ai rencontré. Ah oui? Oui. Oui, c'est générationnel. C'est même pas de notre génération à nous. 71, on n'était pas nés, mais non, il y a des gens qui n'ont pas vu ce film-là, puis même des gens de tous les âges, de 30, 40, 50, 60. Il y en a, non, il faudrait que je le voie, ça. Oui. C'est ça. Oui. Voilé, mettons, ce soir. Ouais. C'est un chef-d'œuvre, c'est extraordinaire. C'est un film de science-fiction. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui ont comme zappé ça, qui n'ont pas le souvenir, mais Anthony Burgess a écrit ça en 62. C'était extrêmement visionnaire. Il prévoyait, si tu veux, les cités de banlieue d'Europe, tu sais, qui étaient pleines de violence. Ça, en 62, c'était pas encore là, tu sais. Right. Et c'est pour ça que sa mère a les cheveux mauves ou une affaire de même. En tout cas, dans le film, ça fait un bout que je l'ai vu, là. Oui, mais la mère a les cheveux mauves, c'est quand même funky. L'acteur est censé... Dans le livre, je pense que l'acteur a comme 4... Dans le livre... Il a 14 ans, il a 14 ans, le personnage. Exact, il est super jeune. C'est une gang, en fin de compte. C'est quatre personnages qui sont une gang, qui font du ultra-violence. Exact. Qui, sauf qu'ils trippent sur Beethoven, puis ils trippent sur la musique classique et tout. Fait que... t'allais dire quoi? Dans le film... Dans le film, il est plus vieux. Dans le film, il est plus vieux, puis aussi, je sais pas si le ultra-violence est tu sais, je sais pas jusqu'à quel point le livre... J'ai pas lu le livre, j'ai vu le film. Un film que c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Après, c'est sûr que c'est pas un film qu'on ferait aujourd'hui. Les techniques de montage seraient complètement différentes. Tu sais, c'est sûr. C'est un film qui
seraient crunchés ensemble. Il y aurait plein de... je trouvais qu'il y avait des longueurs quand j'étais jeune. Ouais, ça se peut. Puis ça fait quand même longtemps que je l'ai vu. Ouais. Mais ouais, c'est 4 personnages qui font du ultra-violence, puis il y en a un qui va plus loin que les autres. Qui va plus loin, qui est aussi plus raffiné que les autres, justement, qui aime le classique. Les autres, c'est des gros, c'est des bêtas, là. C'est des gros lourdeaux, un peu niais. Ouais. Puis Alex Delarge, c'est un gars super sophistiqué, justement, tu sais. Fait que moi, c'était d'essayer de comprendre ce gars-là. Puis quand j'ai commencé à répéter, puis je commençais à en parler aux médias, puis les médias commençaient à me poser des questions là-dessus, ils me disaient c'est un psychopathe, ce personnage-là. Tu sais, comment tu trouves ça de jouer un psychopathe? Parce que je me disais, c'est-tu un psychopathe? Je pense pas. Ben c'est ça. Ben, dépendamment comment toi tu veux le jouer, mais pour moi, il y avait comme totalement il y avait une certaine légitimité à vivre dans un foyer dysfonctionnel, à habiter dans une ville futuristique bizarre. Tu sais, comme il y a une certaine légitimité à vouloir s'assouvir comme un lion en cage dans les banlieues. Ouais, tout à fait. C'est ça, un psychopathe, c'est vraiment la définition simple. C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Là. Je veux dire, c'est une maladie du cerveau là, qui est héréditaire ou chromosomique ou je sais pas trop quoi. Là. Il essaie encore de l'expliquer, mais qui fait que une personne va commencer à maltraiter des animaux puis va se rendre compte qu'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de sentiment quand il maltraite des êtres vivants et qu'il va y prendre même un certain plaisir, puis il va essayer de provoquer d'extrême souffrance chez l'autre afin d'essayer d'éveiller peut-être un sentiment chez lui-même. Je sais pas pourquoi. Mais je sais même pas s'il n'y a pas d'émotion. C'est sûr que ou c'est comme tourner, je fais du mal, donc ça fait comme du bien. Ouais, c'est ça. Je sais pas, il y a de quoi de... J'ai pas assez étudié ça. C'est sûr, j'ai des amis qui trippent sur les serial killers. Ouais, c'est ça. Que, genre, souvent, c'est je pense, des sexuels aussi. Le sexe est souvent mélangé là-dedans. Avec, c'est... Une bonne petite déviance. That's twisted. Ouais. Puis, tu sais, quelque part, faut avoir de l'empathie envers ces gens-là parce que je sais pas, j'imagine qu'ils n'ont pas choisi ça. Là. C'est une maladie épouvantable. Là. Je veux dire, d'avoir à tuer des êtres humains pour... Je sais pas, moi, pour vivre, là, je sais pas, c'est comme... Il y en a pour moi, ils me font vraiment pitié, ces gens-là. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Ben, de serial killers, là, si je peux prendre ça, là, à cause des caméras. Genre, ouais, exact. Puis, tu sais, tu peux pas faire un... Tu sais, avant, tu pouvais lâcher lousse le tuage en série un peu plus que maintenant avec la tu changeais de ville, puis les gens étaient comme, il est plus là, il est plus dans notre ville. Fait que, aujourd'hui, c'est interrelié. Là. Exact. Bref. Comment j'aborde ce personnage-là, Alex Delarge, c'est sûr que je vais résumer ça parce que je pourrais en parler tellement longtemps, mais je me suis dit, je vais essayer de justement, il faut pas l'aborder comme étant un truc genre, OK, je vais essayer de réduire mon empathie à moi, Maxime, afin de rejoindre le niveau d'empathie d'Alex Delarge. Je veux dire, c'est pas une bonne manière. C'est très abstrait. Je veux dire, comment tu fais ça concrètement? C'est pas une manière de travailler un personnage. Exact. Fait que je me suis dit, comment je vais faire pour rentrer dans la tête de ce gars-là, puis en venir à vouloir donner des coups de pied en face d'un itinérant. M'a tué des chats. C'est ça. J'ai commencé par tuer mes chats. Oui, c'est clair. J'ai noyé. Bonne démarche. C'est ça, non? C'est pas pire. C'est Daniel Fichot qui m'avait conseillé ça. Elle me dit, commence par tuer tes chats. Fait que... non, je me dis, OK, comment tu fais pour en venir à justement cette ultra-violence-là? C'est de la violence gratuite à quelque part, parce qu'Alex Delarge, il voit un être humain en position de faiblesse, un itinérant par exemple, il décide de lui ramasser un coup de pied, d'être super violent avec lui. Right. Il y a rien qui va justifier ça, parce que selon les codes moraux bien établis en Occident et en Orient, à ce que je sache, si quelqu'un ne t'a pas fait de mal, tu ne lui donnes pas un coup de pied au visage. Je suis dans le métro. Je suis dans le métro, 2-3 ans, whatever, je vais dire que ça fait 3 ans. On peut pas vérifier. 3, exact. Tu peux même pas le googler. Tu peux même pas le googler, ça c'est fait. Mais je suis dans le métro, il y a... je suis relax, je m'en vais genre au upstairs écouter du jazz. Ah, cool! Ouais. J'étais supposé y aller la semaine dernière. Ah oui. Puis là, il y a 3 personnes qui ont l'air relativement louches. C'est l'histoire du gun, ça? Ils sont plus jeunes. Non, c'est pas l'histoire du gun. OK. Mais je marche, puis là, il y en a un qui il se tasse pas, puis whatever. Puis là, je fais comme, man, come on. Tu sais, comme juste, genre, laisse-moi de la place pour passer. Il se retourne, commence à être comme... Ah. Puis là, il essaie d'engager à une bataille quelconque.
je crois que sa motivation à lui, c'était ou bien de bien paraître devant ces deux autres personnes. Tu sais, il y a tout le temps de motivation. Il n'y a pas un acte gratuit, tu sais. Ça s'est fini là parce que, genre, j'ai continué à marcher, mais ça aurait pu être facile que, genre, je me fasse poignarder dans un métro si j'avais juste pas eu la décence d'esprit de faire comment, puis whatever, puis je vais juste continuer à marcher. Tu sais, je sais pas, il n'y a pas d'acte gratuit, il y a tout le temps de motivation quelconque. Je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que mais c'était pas... quand on dit un geste gratuit, c'est pas que le geste ne vient de nulle part. C'est que la personne qui reçoit cette violence-là ne la mérite pas. Elle est pas en contexte. Exact. Elle ne mérite pas la violence qui, a ses raisons d'être dans la personne qui commet la violence. Right, exact. Mais c'est la personne qui reçoit le coup de pied d'en face. C'est pour elle qu'on dit c'est gratuit. Excuse, tu ne méritais pas. Dans ce sens-là. Par rapport à elle. Je dis pas que c'est une violence qui vient de nulle part. Je dis que le clochard qui reçoit le coup de pied d'en face, lui, se dit Chris, pourquoi j'ai mérité ça? Moi, il me semble que ça allait déjà assez mal de même. Oui, bon point. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, j'ai eu mes premières répétitions sur Saint-Laurent. Puis là, je marchais sur Mont-Royal pour retourner chez nous. Puis il y en avait un itinérant à terre. Puis là, je me suis dit, mon réflexe normal de Maxime, puis c'est pas pour me lancer des fleurs, mais souvent je donne, puis souvent je vais avoir un bon mot, je vais dire bonjour. T'en as invité un, me semble. J'en ai invité un à dormir chez nous, effectivement. C'est que t'es un... Ben, j'essaie d'être humain, de temps en temps, dans un monde de fous. Que j'essaie. Et bref, je vois cet itinérant-là, puis mon réflexe aurait été d'y donner une pièce ou du moins de dire bonjour, tu sais, si je donne pas à chaque itinérant, évidemment, mais je dis bonjour. Fait que sachez-le pour tous les itinérants qui nous écoutent. C'est ça. Genre, Maxime donne pas à tous les itinérants. Non, je donne pas à tous les itinérants. Juste à ceux qui le méritent. Fait que là, je le vois, il est comme à 25 mètres de moi, là, de l'autre bord de la rue, de l'autre bord de Saint-Denis. Puis là, je me dis, bon, là, je vais essayer de commencer à travailler mon personnage. Puis mon personnage, Alex Delarge, à un moment donné, il bat un itinérant. Fait que, comment ça fait que lui, il s'est rendu là à vouloir battre un itinérant? Et je me suis dit, bon, ben là, je vais marcher devant lui. Fait que j'ai 25 mètres pour me mettre dans la peau d'Alex Delarge, puis d'essayer d'aller chercher à l'intérieur de moi une violence que j'aurais envie de déverser sur ce pauvre type. Et ou sur ce type pauvre, plutôt. Et je suis allé chercher. Parce que on a tous une partie de nous qui est cette pourriture-là, c'est clair. Puis qui a envie de dominer, puis qui est un animal, puis que je suis allé vraiment, là, mais deep down. Puis je dis deep down, tu sais, je veux dire, c'est-tu si deep down que ça, tu sais, je veux dire, comme on dit souvent, le tueur est jamais bien loin, hein, je veux dire, quelqu'un qui provoque, qui vient pour tuer ta femme, tu te défends, tu vas tuer le gars. C'est clair. Tu sais, c'est pas loin, là. C'est pas si deep down. C'est pas si deep down. C'est plus la liberté ou la liberté de laisser jouer. Oui, exactement, tout à fait. Qui est comme... Exactement. Qui est peurante, on a toutes les couches de civilité, de morale, de codes sociaux, de lois pour nous empêcher de faire ça. Mais bref, je me suis imaginé être violent avec lui. Puis là, je me suis dit, OK, ben mon travail vient de commencer. OK. Et évidemment, j'ai rien fait. J'ai pas vraiment dit bonjour. Et après ça, jour en jour, là, c'est 20 jours, 30 jours, 40 jours, 50 jours, 60 jours. Fait que là, tous les jours, j'étais dans ce mindset-là. Puis il y a probablement un kick de power qui doit être relativement... c'est fou raide, man. Intéressant, c'est fou. Le sang qui te passe des entrailles qui est comme... C'est fou. Puis je le soupçonnais pas. Puis j'avais entendu parler de ça. Puis les gars qui ont monté la pièce à Paris, ils m'ont dit que l'acteur qui jouait le rôle, il était devenu cinglé, genre, puis qu'il était décollé sa poudre, puis que... Là, je nomme pas de nom, là, évidemment, je sais même pas c'est qui le gars. El Chapo. Ouais, c'est ça. El Chapo. En tout cas, ils m'ont dit que ça s'était mal passé, puis que... Ben, je peux comprendre, sérieux, parce qu'il y a un kick à... Je peux juste voir comme de l'obsessivité. Tu sais, admettons, il y a des kicks à des affaires qui te font vivre de l'adrénaline. Puis après, t'es comme, oh my God, this is kind of good. Oh, je vais faire. Puis après, ben justement. Imagine Donald Trump comment il se sent en ce moment. Là, tu sais. Oh my God, hein? Pourquoi tu penses qu'il déraille? En tout cas, un autre sujet.
Fait que là, 30-40 jours de même, puis oui, je me suis perdu dans le rôle. Carrément. J'étais plus moi-même à un moment donné. Mm-hmm. Parce que, justement, mégalomaniaque, sociopathe, tu sais, se penser au-dessus des lois, tout ça. Fait que j'ai commencé à faire des petits crimes. J'ai commencé à voler des chars. Oh oui! C'est comme nice! C'est comment qu'on vole? T'es vraiment c'était écœurant. Non. Ben pour vrai. J'ai commencé à battre du monde pour aucune raison. Nice! C'est pour un rôle, c'est pour un rôle. Ça, exact. Mais non, c'est ça. Non, mais j'étais dans une période où j'étais célibataire, puis là, genre, je sortais dans les bars, puis je me prenais pas pour un 7-up, puis j'étais comme, j'étais plus terre à terre, j'avais perdu mon humilité, aussi mince fut-elle. J'étais comme... J'étais Alex Delarge, là. Je rentrais dans un bar, là. J'étais au Korova Milk Bar, là. Puis j'étais comme... J'étais nice, là, tu sais. Puis je pouvais, genre, fucking péter la gueule à n'importe qui, alors que j'ai même pas me battre dans la vie, tu sais. C'est comme... C'était fou, là. Puis ça m'a pris des... Après ça, j'ai joué la pièce. Puis j'ai joué à Québec, j'ai joué à Montréal, j'ai joué un peu partout. Puis là, après, ça m'a pris, genre... 3 mois, je pense, avant de revenir. Puis là, j'ai fait tabarnak, où c'est que j'étais, man? Ah oui, hein? Ouais. Puis genre, qu'est-ce qui t'a fait revenir, grosso modo? Parce que tu pourrais comme... juste le fait que j'arrête d'incarner ce style malade-là. Ah oui? Ouais. Ah. Parce que j'avais beau, tu sais, oui, il aime la musique classique et tout, mais reste que c'est un... C'est un calé. Il est violent, c'est pas le meilleur personnage, ouais. Non, c'est ça. Il est super violent. Il rentre par effraction, il viole une femme. Je veux dire, c'est épouvantable, ce qu'il fait. Exact. Puis... Wow. Fait que pour aller trouver ça à l'intérieur de soi, d'être un violeur, puis quelqu'un qui frappe du monde dans la rue, puis tout ça, tu sais, je veux dire, la plupart des êtres humains, ils verront jamais un être humain comme ça de leur vie, tellement que c'est rare. Oui, exact. Tu verras jamais ou près de ta vie quelqu'un frapper quelqu'un en face pour rien dans la rue. C'est hyper rare. Fait que d'aller trouver ce style de personnage-là, tu sais. Mais en même temps, je me suis avantage, parce que, tu sais, comme son ascendant, genre? Son kick, genre, parce que, comme, tu sais, tu vas trouver ce personnage-là, mais tu vas trouver aussi le gars qui est venu psychologie, tu sais, comme tout Shadow a comme des son yin et son yang, c'est positif et c'est négatif. T'as quand même un influx de power par rapport à complètement. ça. Ouais, je peux comprendre. Complètement. Puis tu sais, quand je me disais justement Alex Delarge, mais il fallait que je l'aime, ce personnage-là, parce que ça, c'est une règle d'or comme comédien. Tu ne peux pas détester le personnage que tu veux incarner. Il faut que tu l'aimes. Puis, il faut que tu l'acceptes, puis il faut que tu comprennes pourquoi il est de même. Mais moi, je me suis construit, on appelle ça la poutine intérieure, là, mais je me suis construit une histoire. Thème du conservatoire, ça? Ouais, c'est ça. Je me suis construit une histoire de ce personnage-là. Comme tu disais, ça vient de quelque part, cette violence-là. Puis moi, je me suis dit, dans le film, on le voit avec une espèce de canne, puis un couteau dans sa canne. Mais la canne, il s'en sert juste comme un accessoire. Mais moi, je me suis dit, je vais m'en servir pour vrai, comme si le personnage il avait une mal à la jambe. Puis il avait une jambe barrée. Puis moi, dans la vie, je fais de l'arthrite, puis j'ai des problèmes de genoux. Puis j'en ai de la colère à cause de ça. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, je me suis inspiré de ma propre vie, puis je l'ai amené dans le personnage. Je me suis dit, le personnage, dans le fond, il est en tabarnak contre l'univers parce qu'il est handicapé, esti. Puis quand on est handicapé puis on est jeune, on est frustré en crise contre le monde parce que tous nos amis sont en forme puis ils sont libres. Puis quand t'es handicapé, t'es pas libre. Fait que je me suis dit, je vais mettre ça dans mon personnage. Comme ça, mon personnage, il marche, il boite, il marche avec une jambe barrée. Fait que c'est pour ça qu'il est en tabarnak. Puis moi, je me disais, si jamais je fais une crise d'arthrite pendant que je fais la tournée, parfait, man. Je suis déjà all set, je peux continuer de faire la pièce. Pas besoin de me faire remplacer. Mais t'aurais-tu comme... est-ce que t'aurais trouvé que c'est dangereux? Mettons que la pièce, c'est comme, OK, c'est-tu quoi? C'est un succès international. Tu le fais pendant 2-3 ans de ta vie, comme straight up jouer ce personnage-là. Probablement qu'il y a un ou deux de mes amis très proches, Jean Jason, qui m'aurait dit Max, tranquille. T'es pas toi-même, là. Je veux dire, t'attends-tu qu'on se parle, là? Tu vas te calmer les nerfs, mettons, parce que je te reconnais plus, tu sais. Puis ça aurait marché. Puis là, j'aurais pris le temps de recadrer les affaires, compartimenter les affaires dans ma tête. Et là, je l'ai laissé prendre toute la place. Puis bon, heureusement, je suis pas devenu violent, mais je veux dire, j'avais des aspects mégalomanes que je me connaissais pas. Puis ça doit être des côtés que j'ai à l'intérieur de moi. Parce que
il jouait plus dans la pièce, là, puis j'étais dans les bars, moi, là, puis je faisais des affaires fucked up, tu sais. Ben oui. Je faisais rien de fucked up, mais je disais, j'avais l'attitude, puis j'avais la confiance, j'avais une confiance surdimensionnée, mettons. Right. Puis ce personnage-là, mais comment je fais pour l'aimer, je me disais, lui, dans le fond, oui, il est fâché parce qu'il est handicapé, il est frustré contre le monde, fait qu'il veut que le monde, il goûte aussi à sa médecine, à la douleur qu'il a, mais quand il donne un coup de pied à quelqu'un puis il y a du sang qui revole sur le trottoir, il trouve ça beau, la forme du sang par terre, la couleur du sang. C'est comme son art à lui, genre. Exactement. Fait que je me suis dit, dans le fond, c'est un artiste de la violence. OK. Fait que tu sais, t'as les arts martiaux, c'est quand même, ça veut dire quand même les arts de la guerre, là. Oui. Fait que, tu sais, quelque chose qui se rapproche de ça aussi, là. Right. De dire... Ben, tu sais, c'est surtout des arts de la paix, à quelque part, c'est des arts de maîtrise, essayer de se maîtriser. Martial, ça veut dire Mars, ça veut dire la guerre. Oui, définitivement. Mais comme les racines, c'est ça. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est juste que quand tu fais beaucoup d'arts martiaux, à un moment donné, t'en fais. Tu vas pas te battre, tu sais. Oui, parce évidemment. Que t'as ça, puis c'est le fun, c'est quelque chose que tu cultives, que ça soit comme vraiment d'un point de vue martial, où est-ce que tu apprends des concepts, des systèmes de combat, ou sinon, quand ça devient plus de la cultivation interne, de genre juste être capable d'être en grande introspection, c'est pas nécessaire d'aller faire, tu sais, mais oui, tu sais comment ça marche, tu sais, parce que tu l'as étudié, puis c'est quelque chose de super complexe dans la vie, tu sais, comme moi j'ai jamais fait de ring, je connais du monde, puis justement l'état de flow, là, l'état que tout change tout de suite, puis là tu peux mourir, genre ta vie est en danger, il y a quelqu'un qui est en face de toi avec des gants ou pas de gants qui veut te slammer dessus, c'est quand même, c'est une des situations, je pense, les plus, pas les plus extrêmes, on s'entend, il y a du monde qui vont à la guerre, il y a plein de différentes, mais c'est dans le même registre, du moins. Là. C'est la confrontation directe qui donne une décharge d'adrénaline assez capotée. Là. Ben oui, ça doit être, ça doit être ben, je suis pas intéressé par ça, ça doit être complètement fou le faire, mais je suis vraiment pas intéressé dans des affaires comme ça parce que c'est juste pas... c'est pas bon pour... Ma personnalité est pas comme ça. Ouais, c'est ça. Faut se connaître, faut savoir de quoi on a besoin. Il y en a qui ont besoin d'être massothérapeute dans la vie puis de caresser des corps. Right. Puis il y en a qui ont besoin d'être sniper dans l'armée canadienne. T'sais. Oui. C'est ça. Ça prend tout pour faire un monde, hein? C'est clair. Mais plus de masso, moins de sniper, ça serait quand même le fun aussi. Je suis d'accord avec ça. T'sais, on n'est pas. Ou sniper des massos, genre. Non! C'est une machine qui pas un masso. pitch un masso. Ok, c'est ça, qui arrive sur l'ennemi, puis qui le masse, puis qui le détend, puis l'ennemi, il n'a plus le goût de se battre. Ah oui, ça serait hot, ça. C'est un peu naïf comme vision, ça, non? On fait un petit lobby. On fait un petit lobby. Un peu candide. Oui, mais tu sais, ça en prend, je pense. Ça en prend du naïf. Ouais, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas assez de naïf. Dude. Ouais. Alexandre de Saint-Exupéry. Right. Antoine. Alain. C'est marqué, là. Antoine. J'ai dit Alexandre à cause d'Alex Delarge. Ah. Il est en train de revenir. Le petit prince, il frappait des itinérants d'en face pour rien. Ah, je suis tout mêlé. mais je pense que ça en prend de la naïveté, man. Genre vraiment. Beaucoup. Ben, l'art naïf. J'avais lu un livre là-dessus, l'art naïf. Okay. C'est un art très peu connu, mais d'ailleurs, je suis pas un spécialiste. Je ne me tente pas de parler à travers mon chapeau, mais c'est de l'art... ben, je pense que c'est né dans les institutions psychiatriques. Là. OK. Mic drop. Mais pas ceux-là, ils valent quand même cher. Ben, c'est ça, genre... ouais, je pense que c'est comme de l'art... ben, l'art naïf, là. C'est un oiseau, genre, dessiné, comme si c'était un enfant qui l'avait dessiné. T'sais. Oui. C'est comme... Puis là, un arbre, puis tu sais... Pas du tout dans le réalisme ou dans l'impressionnisme ou rien de ça. Là. OK. T'as-tu déjà vu ça un peu? Ben, ça me fait penser. Sûrement que t'en as vu. Ça me fait penser à une de mes étudiantes. On a eu comme elle étudie l'art-thérapie, puis elle parlait de comment l'art était important pour replacer justement le subconscient. Parce que habituellement, il y a comme t'as des concepts, t'as des schémas qui est dans l'inconscient, mais c'est pas attaché avec des mots, c'est difficile d'en parler. Donc en utilisant la peinture ou sinon différents médiums artistiques pour être capable de justement unifier qu'est-ce qui se passe dans ton subconscient. Ça me fait penser à ça, l'art naïf, un petit peu de dire complètement, let's go, complètement. Puis vas-y, puis à un moment donné, j'avais lu quelque chose aussi dernièrement sur comment les rythmes étaient bons pour replacer les brainstems. Je sais pas c'est quoi le terme
On a le système genre. La cellule souche d'habitude, stem cells. Mais... ouais, mais là c'est brain stem. Ça serait comme les cellules souches du cerveau. Les neurones, genre? Je sais pas. C'est vraiment non, brain ça, c'est stem. neurons. Neurons. mais comme quoi ça fait une réorganisation. Là, c'est quoi? Il y a vraiment des grosses patentes. Mais pour moi, comme la naïveté se voit encore dans tout, un peu comme. Tu sais, tu te dis. C'est quoi un bon modèle d'affaires pour pouvoir arriver à tes fins? Tu sais, si c'est. Pour moi, la naïveté. Pourquoi? La naïveté, dans le sens que je le pense là, puis je veux dire, on s'entend que je suis en train de parler, puis c'est peut-être une mauvaise idée que je vais dire. Là. C'est pas grave. Mais pas obligé de penser au end run, pas obligé de penser à l'humain là-dedans, puis un humain c'est naïf. T'sais, moi je suis naïf comme personne, puis donner le développement nécessaire à tu sais que c'est une idée naïve, il y a 1000 autres idées qui seraient peut-être meilleures pour genre faire plus de cash que être assis avec toi ici. Mais c'est l'affaire la plus cool où tu sais on découvre que c'est le fun en le faisant, puis on le sait pas, c'est pas contrôlé, c'est pas. C'est que je trouve que la naïveté, c'est un petit peu de se lancer dans n'importe quel projet puis de dire qu'est-ce que ça va donner, puis je veux que ça donne quelque chose pour comme des personnes à la place de donner quelque chose de super comme performance. Oui, tout à fait. Rentable. C'est ça. Je trouve que là, il y a la naïveté que je veux avoir. Bien d'accord. Puis, tu sais, la naïveté, c'est souvent le qualificatif qu'on va donner le plus souvent à un enfant. Oui. Tu sais, c'est à Family Feud. Là. C'est sûr, ça aurait été nommer la guerre des clans, là, nommer les 10 caractéristiques d'un enfant. Le premier, ça aurait été naïf, ou genre innocent, ou tu sais, l'innocence de l'enfant, la naïveté de l'enfance. Mais tu sais, once again. C'est un enfant qui apprend le plus aussi. Ben, c'est extraordinaire, tu sais. Le Petit Prince, c'est l'enfant intérieur, puis l'aviateur qui est complètement sous le charme, puis qui le Petit Prince fait juste poser des questions au final, tu sais, à l'aviateur. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci? C'est comme le Petit Prince, ça. Ouais. Moi, je suis comme l'aviateur. J'ai joué dans Pichet entre ciel et terre, man. Dans le mythe. Hey man, je pense que ça conclut le podcast. Oui, ça conclut bien. Merci tout le monde. Puis merci vraiment d'être venu. Merci. Yes. Merci d'avoir écouté. Puis désolé pour tous les sacres, maman, papa, ma blonde. Il n'y en a pas tant que ça. Comme une petite calice de calice. Ben, c'est ça. Hey, là, on finit ça en beau tabarnak. All right. Ciao. Ciao. Oh, ouais. Woo!